Salabim. Bienvenue à tous et à toutes à un nouvel épisode de Un regard dans l'abîme. Salut. Salut Jules. Salut Jaume. Voilà, donc c'est déjà le quatrième. Quatrième, ouais. Donc Quatrième mois. c'est cool. Bon, on est loin de faire certains numéros, Ah oui, oui. mais c'est déjà 4, hein, on Bah tient. ouais. Et en plus, ma liste d'idées, il commence, donc Oui. c'est bien. C'est difficile de faire des choix. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais commencer moi. Oui. Et je vais commencer pour un film que j'ai vu récemment au cinéma, Suzume. Suzume, c'est un film d'animation japonaise de Makoto Shinkai. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui l'ont vu, c'est l'auteur de Your Name, de Oui. Les Enfants du Temps, Les Jardins des Monts. C'est genre vraiment c'est une référence du cinéma d'animation japonais. Oui, de ces dernières années, ouais. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à dire pour ce que j'ai entendu, parce que forcément, pour préparer cette vidéo, j'ai entendu beaucoup de commentaires, critiques, etc. J'essaie de ne pas faire les mêmes que fait tout le monde. Mais Oui, bien bref, j'ai entendu certaines comparaisons qui le comparaient à Miyazaki de Ghibli. Oui. Je trouvais ça à la limite dérangeant. C'est pas trop. Parce que, hormis le fait que les deux ils sont japonais et qu'ils font des films d'animation Qui marche. qui marchent, Voilà. voilà, c'est. Hormis ça, Il n'y a aucun rapport. pas trop de liens, non. Ils effectivement. ne se rassemblent à rien ces films. Ces histoires, ils n'ont rien à voir. Ils ciblent des publics complètement différents. Oui, 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 je suis d'accord. Donc, moi, cette comparaison, ça me casse un peu les bornes parce que c'est, je ne vais pas dire raciste, mais un peu quand même. C'est facile, c'est plus que facile, on va dire. Oui, bref. Cela étant dit, on s'en fout, chacun il les prend comme il les prend. Voilà, c'est ça. Chacun a le droit de. Donc, C'est ce qu'il veut. revenons au film Suzume. Encore une fois, je vais essayer de faire sans spoil, c'est compliqué. Je vais vraiment essayer de ne pas parler des choses qui dévoilent des choses dans les films, même si je fais mention à des choses qu'on voit déjà dans la bande-annonce, Ah etc. oui, oui. Mais si vraiment vous voulez rien entendre, on a les chapitrages, vous sautez au suivant et voilà quoi. Donc, les films d'entrée du jeu, il prend une prémisse que ça ressemble un peu à Your Name. D'ailleurs, c'est un film qui est très parallèle, même si je vais développer plus tard, à Your Name, plus que Les Enfants du Temps. Les Enfants du Temps, ils sont partis sur un autre délire, etc. Même si ça reste le même type de cinéma, où je vois les mêmes types de personnages qui sont d'une fille pour une raison X qui doit partir sur un road trip au Japon. Pour fermer des portes surnaturelles. Voilà. La raison, tout ça, on va les laisser découvrir dans les films. Avec des personnages très mignons d'un côté, mais surprenants d'un autre. Ouais. Notamment, je fais mention, et c'est pas du tout un spoil, mais pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront déjà qu'ils sont mignons en même temps qu'ils sont terrifiants. Ah, les chats. Les chats et le Japon. Ouais, non, mais au début, ce type de personnage, ils sont Oui. apparaître pour être mignons, tout Oui, ça. oui, bien Là, il y a sûr. quand même un côté, bon, plus évolué, plus travaillé, que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça va de soi. Moi, ce film, j'ai beaucoup aimé. Mm. J'ai beaucoup aimé. Ça reste dans la lignée. C'est un film qui fait 12h30, presque 3 heures. Hein. C'est Quand même, ouais, c'est pour quand même un long film au Ouais, niveau pour un film animation. d'animation, c'est long. Hein. C'est quand même pas mal. Mm. Et pour moi, les films, il parle, je connais spoil, c'est vraiment mes ressentis à moi. Ceux qui font une interprétation très superficielle, on peut dire qu'ils parlent d'une histoire d'amour à le style de Your Name. Mais Oui. pour moi, ce n'est pas du tout le cas, parce que c'est plus, effectivement, il y a une petite histoire d'amour, mais c'est plus platonique, adolescente, et pas vraiment confiné. C'est une histoire qui parle pour moi du deuil. C'est vraiment Oui. de le chemin du deuil, plus les road types que les donne en suivi. C'est encore un personnage, ça c'est l'équivalent de tous les films, hein, c'est encore une ado qui reprend ses routes, et dans cette route, il doit affronter plein de choses qui les font grandir, en définitive. Qui les font grandir. Et cette histoire, pour moi, c'est touchante. Un peu moins quand même que Your Name,
Je l'aimais, Your Name pour moi il est un peu au-dessous. Oui. Pour moi dans les films il y a eu des moments très émouvants mais ils m'ont pas arraché une larme. Ouais. Mais j'étais vraiment ému, Oui, hein. bien sûr. J'étais dedans, j'ai adoré et tout, mais ils sont pas arrivés à ce niveau-là, que sur Your Name quand même. Wow. Your Name, Là, c'est une masterclass quand même en ouais. termes de réalisation, Ouais, d'histoire. l'histoire, tous les les personnages personnages. sont super Ça, bien dans écrits. ces cas-là, on est sur les mêmes topos, hein. Ouais. C'est une histoire à peu près plus longue, les personnages sont super développés. Il y a des choses qui peuvent sembler superficielles, mais il faut prendre les regards d'une adolescente à la fin. Ouais. Les personnages, je trouvais des fois un peu incohérents pour sa façon de réagir, mais c'était marrant. Oui, oui. Tu trouves plein de clins d'œil, etc. Et voilà, c'est une histoire encore une fois touchante qui marche et entre un film d'animation. Que ça m'a revient sur les suivants points que je pourrais parler, c'est l'animation. Là, ça, on touche quand même un cap. Ouais. Pour moi, il y a deux choses que Makoto Shinkai il fait très bien. Bon, lui, c'est le réalisateur, c'est pas lui Oui, bien sûr. qui fait. Lui, il fait, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui écrit les scripts et c'est lui qui réalise. Et après, c'est pas lui qui dessine. Les caractères design, etc., c'est des autres personnes, mais je pense que c'est à peu près la même équipe, hein, vu comment la tonalité des films et la ressemblent, et comment ils se rassemblent entre eux. Mais il y a une chose qui c'est à niveau animation, et pourtant on voit qu'il y a de la 3D, mais les niveaux de détails, c'est ouf. Ouais. C'est vraiment une tuerie. Ça, on les retrouve déjà hein, sur Your Name, sur l'Enfant du Temps. C'est ouf jusqu'à quel point il va. Quoi. C'est vraiment, et surtout parce que ce n'est pas quelque chose de l'animation qui va te mettre à plein les yeux. Ouais. La photographie en soi, pour jongler sur la photographie d'un film d'animation, c'est déjà quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Il faut avoir une vision bien au-delà, même s'il peut être. Surtout en 3D. Tout peut être plus à l'aise que sur un film traditionnel parce que vraiment tu n'as pas de limites. Ouais. Au contraire d'un film plus traditionnel, si on ne passe pas sur la CGI, etc. Mais là, vraiment, les environnements, c'est vraiment un arrière-plan. Il y a un niveau de détail. Tu vois les Japon, tu vois les rues du Japon, tu vois les détails de la maison. Ça, c'est un truc que je ne pense pas que soit particulier de Makoto Shinkai. Je pense que c'est plutôt particulier du cinéma d'animation japonais. Et peut-être dans ces cas-là, oui, c'est vrai que c'est peut-être Ghibli qui l'a commencé. Et je dis peut-être parce que je ne suis même pas convaincu. Ce niveau de détail, on voit dans tous les films beaucoup de détails de sa vie quotidienne. Hormis l'histoire que tu racontes, on a plein de détails, la manière de bouffer, la manière de cuisiner, la manière de faire les ménages tout bêtes. Ça, je dis que c'est même pas de Ghibli, parce que si je vais aller encore plus loin dans ma démarche, si je me souviens des dessins animés que je voyais, bon, je n'étais pas enfant quand même, mais Chin-chan, je ne sais pas si ça apparaît en France, c'est ça? Moi, ça a beaucoup marché en Espagne, ouais. Ouais. Mais Là, hormis l'histoire du gamin qui est complètement délirant, etc., c'est encore un film qui est plein de détails de la vie quotidienne japonaise. Oui, vraiment, qui ça marche sur ça. Après, il y a toute l'histoire délirant. Lui, le gamin, il est complètement fou. On parle de Chin-chan, on parle de Suzume. Ça, je trouve que c'est peut-être plus généraliste de l'animation japonaise qui sort des autres histoires plus canoniques, du shonen, ou plus des mechas, c'est du point. Oui. Même si je suis en train de relire Neo Genesis Evangelion, quand même, il y a un peu ça aussi. Oui, mais c'est un peu dans toutes les œuvres de manga, ils aiment bien prendre du temps, justement pour montrer un peu le quotidien des personnages. Oui. Non, mais c'est un quotidien, c'est que je pense que c'est plus relié à fait culturel parce que à niveau de l'animation plus occidentale, on ne trouve pas ça. On peut trouver les jours à jour des personnages, peu importe de quoi on parle, même des BD, comics, etc. On peut trouver les jours à jour, mais vraiment les mots de détail d'aller voir
comme ils cuisinent, les éléments qu'ils cuisinent, etc. Et je pense à ça parce que c'est peut-être les plus marquants, mais il y a juste comme ils sont en train d'étendre les langes, des trucs comme ça, quoi. Ça, il y a pas. Je pense pas qu'il y ait un équivalent sur l'animation orientale. En animation, non, je crois pas. En film, Occidentale, pardon. En film, on retrouve certains rythmes, certains faux rythmes dans le cinéma japonais, dans le cinéma français un petit peu. Oui, dans le cinéma, oui. Les scènes qui durent un peu longtemps, Ouais. scènes de vie quotidienne où la caméra s'attarde un peu longtemps, c'est plus dans les films. Quand on que parle dans de les cinéma, c'est dessins un peu différent parce Ouais. qu'on pourrait parler des exemples des films. Moi, j'ai plus d'exemples des films coréens que japonais d'ailleurs. Oui, aussi, oui. L'auteur des Parasites, par exemple, c'est un très bon exemple de comment il mélange la vie quotidienne avec ça. Mais bref, moi, c'est des choses que m'ont interpellé de Suzume parce que vraiment, ça saute au jeu. C'est pas la première fois que je l'ai fait, dans son journée, mais il était déjà présent. Sur cette ambientation, il y a une autre chose que ça m'a fait encore rechercher un peu, parce qu'il y a un élément qui est clé dans Suzume, que c'est les endroits abandonnés. Donc, compte tenu qu'il était dans les films, compte tenu les points de détail qu'il avait, je me suis un peu intéressé à chercher si vraiment, et effectivement, c'est surprenant la quantité des endroits abandonnés qui existent au Japon, mais d'endroits abandonnés entiers, quoi, des bâtiments, même des quartiers. Des foires qui sont abandonnées pour des désastres naturels, pour plein de choses. Donc c'est choquant. Ça. On a un rapport à ces endroits que c'est très différent. Bon, c'est pas que ça n'existe pas dans l'Europe, hein, mais je pense qu'à niveau place, on est plus serré. Il faut partir à la campagne. Et à la campagne, oui, tu pourras en trouver des endroits abandonnés. Sûr, mais abandonnés comme ils abandonnent, parce que moi je suis. Il y a à une époque, il y avait TEV de ici Japon. Oui, qui faisait de l'urbex dans les villes et les quartiers abandonnés. Et quand c'est abandonné, mais limite ils ont laissé les livres sur la table. Ah oui, non, mais c'est pas comme chez nous où quand on abandonne, on vit de tout en fait. C'est ça. Là, c'est limite, il y a les jouets, il y a les trucs, c'est limite flippant. Oui, non, c'est flippant, c'est carrément flippant. Donc ça, c'est un des points qui, ça m'a plu, mais c'est un point secondaire, hein, forcément, il y a l'histoire. Oui, bien sûr. Il y a un autre point qui encore, je trouve, assez commun un peu dans l'animation japonaise, mais que Shinkai ramène à un autre niveau, c'est cette sorte de réalisme magique, tu sais. Toutes les histoires, ils sont liées, notamment je pense à lui parce que dans les films, je n'ai pas souvenir d'un film qui ne soit pas mis à l'époque contemporaine. Je peux dire peut-être des bêtises, mais tout ce que j'ai regardé sur lui, les principaux, les plus connus, ils se passent. Non, et même je cherchais, je n'ai pas trouvé. Tous, ils sont placés dans l'époque actuelle, avec des personnages complètement X, qu'on pourrait à la limite connaître, des lycéens, des étudiants, des gens. Bon, c'est beaucoup axé sur les lycéens, même si je ne considère pas qu'ils sont une histoire d'ado. Ils peuvent être bien interprétés, ils sont en public juvénile, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais moi, en tout cas, à moi, ça marchait les films. Hein. Je n'ai aucun souci du tout qu'elle soit une lycéenne. Il y avait des rapports bien plus compliqués dans tout l'ensemble pour qu'on puisse aimer les films, quoi. Et ce réalisme magique, tu sais, dans Shinkai et dans Suzume, on le trouve aussi, il prend un élément, pas forcément beaucoup, un élément ou plusieurs éléments de la mythologie japonaise plus classique, il les rajoute dans son film pour créer un élément externe, tu sais, l'élément perturbateur, qui vient à chambouler et à créer tout ça. Mais c'est une façon de raconter des histoires que personnellement ça me plaît beaucoup parce que je me retrouve sur ça qui me plaît à moi et même ma façon même que je décris mes scénarios pour les jeux de rôle, etc. C'est vraiment dans une vie tout à fait quotidienne, tu rajoutes un élément perturbateur que tu utilises à travers ton histoire pour approfondir dans la psyché de ton personnage. Tu sais, c'est cet élément perturbateur qui c'est clairement magique, clairement mythologique, etc. C'est vraiment, il ramène quoi à faire. Hein. Même si il n'y a pas besoin de tout expliquer, ni que toi, je ne pense pas que ce n'est pas le but dans les films. Hein. Il y a des moments très magiques, guillemets. Mais
mais c'est pas vraiment forcément tout expliqué au détail, sinon que c'est ces éléments qui enclenchent l'histoire. C'est un peu, bon, je ne vais pas dire qu'il reprend, mais si je l'analyse, oui, dans Suzume, on peut trouver les parcours de l'héros de Campbell un peu, en quelque sorte. D'accord. En quelque sorte, parce que je pense que pas que Suzume, je dirais, parce que dans les autres films, il y a un peu ça aussi. C'est un jeu qui une personne externe qui n'a rien à voir, qui arrive un effet perturbateur, mais bon, il y a des éléments qui sont déjà mis en place sur les personnages. De ça que je reviens, que ça que je parlais au début, sur les deuils, parce que finalement, toute cette histoire, tout ce qu'on a raconté, il a une vraie histoire sur les deuils. Un peu souvent la distance, parce qu'il n'y a aucun rapport, hein, attention, je ne peux pas dire ça que je ne sais pas dire, aucun rapport, mais un peu comme Last of Us, pour raconter une histoire des zombies avec des infectés, mais les premiers épisodes, c'est une histoire du deuil. C'est comme les humains, on affronte les deuils, en quelque sorte. Donc voilà. Moi, je tiens à dire que, en faisant un peu des conclusions, récompilations vite fait, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je conseille d'aller voir. Moi, personnellement, je l'ai vu en version originale sous-titrée. Ça marche de ouf. Ah oui, petite mention, si ma fille regarde ça, il le comprendra. La bande son, il est très bien. Bon, il y a certaines chansons années 80 japonaises qui cassent un peu les bonbons. Personnellement, ça m'a mis un peu de... Bon, ça m'a pas mis dehors parce qu'il était très dans un contexte, il c'était très marrant dans les contextes qui sont sortis, dans les films. Mais c'était un peu casse-oreille. Mais à part ça, franchement, la bande son, c'est... il accompagne les films, ça c'est un autre truc, pour pas dire de bêtises, c'est pas moi qui l'invente, hein, je l'ai vu sur un autre critique, je ne sais pas où, sur le net, qui racontait que effectivement quand on voit les films, la bande son, il est construite avec les films, c'est-à-dire même, je ne sais pas quelle c'est la procédure qu'il utilise, si d'abord il génère les scènes et après les compositeurs ils viennent se caler. Je pense que oui, c'est plus logique à vous qu'il était comme ça, mais on voit vraiment un accompagnement de chaque scène avec la musique, avec les compositions qui font que ça marche de ouf, quoi. Ça marche très bien. Personnellement, j'ai vu des critiques très dithyrambiques, encore une fois. Je ne serais pas si élevé, ça m'a beaucoup plu. Je considère Your Name supérieur. Il est plus parfait, il est plus complet, il est plus approfondi à mon point de vue. C'est très bien quand même. Si on pouvait classer, bon, Les Enfants du Temps, je pense que là, c'est un peu plus foiré dans les films, mais ça marche ça aussi. Hein. Si ça te plaît son cinéma, tu peux les plaire. Mais à ce jour, c'est Your Name Suzume. D'accord. Et voilà. Je pense que je fais les tours. Ouais. Du coup, c'est de l'animation 3D, mais 3D, mais comme si c'était dessiné, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste, pour moi, les 3D, les personnages, j'ai pas l'impression qu'ils soient de la 3D. C'est-à-dire, c'est dessiné par ordinateur, hein, clairement. Hein. Oui. Mais je ne sais pas du tout. C'est plutôt les scénars. Ils m'aiment. Je pense que c'est sans être vraiment connaisseur, j'ai l'impression qu'il y a une double technique. Tu sais, qu'il met des outils modernes et des outils à l'ancienne qui mélangent pour créer les films, mais sans cette barrière vraiment. Hein. Tu as du mal à voir. C'est un petit peu comme ils ont travaillé le studio Arkane pour la série sur League of Legends, Arkane, je crois. Ah, c'est très différent, hein, niveau animation. Ouais, non, mais dans le style, je parle, ça fait un peu ça, dessin animé, mais fait par ordinateur ou... J'aurais du mal à cette comparaison. Un peu comme Wakfu, du coup. Ouais, je pense. Ouais, non. Mais tu as vu Your Name ou pas? Your Name, j'avais vu le début, j'avais pas vu. C'est ce type d'animation. C'est dans ce style-là, d'accord. Ouais, okay. C'est ça. C'est parce que là, tu parles de choses qui sont très ouais, trop techniques. Non, même pas techniques, elles sont très écartées de la façon de faire. C'est juste pour avoir un axe. Ouais, non.
Pour moi, moi, je l'ai vu en grand écran, et franchement, je n'ai pas vu de défaut. Quoi. Là, les films qui sortent maintenant sont fantastiques, les films japonais d'animation. C'est pas comme quand ils avaient le cul entre deux chaises il y a quelques années où c'était mi-dessin, mi-3D, mais 3D, vrai 3D. Quoi, oui, que ça piquait les yeux de ouf. Au moins, tu voyais trop les contrastes, parce que l'histoire, ça pourrait être bien, mais les contrastes... Ouais, on sortait immédiatement du film. C'est ça. Et... punaise, il vient de m'arriver un truc à la tête, mais je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, ça sert à rien. Ah oui, c'est ça. C'est un film d'ailleurs, ça je me renseignais pour une fois. Au box-office, il a fait un carton comme pas possible. Étonnamment, c'est un film qu'il a fait un énorme carton en Chine. D'accord, ouais. Il est sorti en Chine. Je ne sais pas si censuré, c'est possible. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont censurer parce que vraiment, il n'y a rien grand-chose. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a marché, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à censurer. Le film, il n'a pas duré 10 minutes. Ouais, quoique, en ce moment, je suis en train de regarder certaines séries d'animation chinoises qui sont sur Netflix. C'est quand même beaucoup amélioré. Hein. Oui. Il y a un niveau d'animation qui est quand même assez haut en Chine en ce moment. Hein. Oui. C'est surprenant. Surtout, encore, on sait toujours que la fantasy, la science-fiction, c'est ça qui fonctionne dans tous les pays qui sont opprimés. Oui, bien sûr. Parce que c'est la façon de pouvoir exprimer des choses que tu ne peux pas dire de façon directe. Donc, bref, je dis ça, je dis rien. Mais ouais, ça a vraiment fait un carton au cinéma, mais un vrai carton. En France, apparemment, il y a eu pas mal d'entrées. D'ailleurs, c'est juste un niveau anecdote. J'ai promis, c'est fini. J'étais très surpris et très agréablement surpris. C'est que je suis allé voir en version originelle sous-titrée. Je m'attendais à qu'on soit doucha dans la salle. Et il était, je ne vais pas dire plein, mais presque quoi. Et pourtant, c'était pas la sortie, hein. Il faisait une semaine. C'était surprenant. On dirait qu'il y a il y a de plus en plus de gens qui optent pour cette option que je défends depuis longtemps. Les mauvaises habitudes du doublage, même s'il peut y avoir des très bons doubleurs que je critiquais, ils font des tafs de ouf. Mais les sous-titrages, pour moi, il est mieux, il n'y a pas de comparaison possible. Oui, c'est sûr, tu as l'intention originale, on va dire, quand tu regardes la version originale. Ouais. Moi, j'aime bien faire les deux. Moi, je sais que j'aime bien regarder. Des fois, je commence par la version française et après, par le DVD, je vais voir version sous-titrée. Moi, une fois que j'ai entendu un acteur en savoir originel, je dois revenir. C'est compliqué, ouais. Je dois revenir. Dans l'animation, c'est un peu différent, hein, oui. mais je dois revenir. Hein. Mais bon. Oui. C'est sûr, pour revenir au dernier épisode, puisque entre-temps tu me l'as montré, The Whale, doublé en français, je vois pas comment... Enfin, à moins que l'acteur fasse une prestation de fou, mais c'est vrai qu'en version originale, ça tamponne vraiment la prestation de Brendan Fraser. Parce que cela étant dit, au milieu, j'ai réussi à les montrer The Whale. On arrive à avoir des choses. Voilà, c'est encore un film que je conseille. Je répète à ce que je dis là, dans le dernier épisode. Non, mais il est fantastique, surtout le couplet de fin, là, il est... Je vois pas comment le doubleur français ou les doubleurs étrangers peuvent restituer ils le font, sans doute. Oui, sans doute, ça sert à des gens hyper talentueux. Mais j'écouterai, moi je le prendrai en DVD pour écouter la version française. La prestation de Brendan Fraser ici, non, là c'est exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment. Voilà, donc, et toi, tu vas nous parler de quoi? Allez, moi je vais commencer par une vieille série. J'aime bien les vieilleries en fait. Donc, je vais commencer par parler de Person of Interest, voilà, qui est une série, qui date de 2011. Ça commence à faire. On a l'impression que c'est hier nous parce que voilà, mais quand on y réfléchit, ça fait déjà 12 ans quoi. Donc, parlons pas de ça. On prend des coups durs à chaque fois. Donc, Person of Interest ou traduction québécoise, puisque nous en France on l'a pas traduit, mais en québécois c'est Personne d'intérêt. C'est une série qui a été diffusée aux États-Unis entre le 22 septembre 2011 et le 21 juin 2016.
C'est pour la plus, c'est CBS qui l'a diffusé pour la plupart. En France, c'est arrivé, c'était l'époque, là encore je parle d'une vieille série, donc c'était l'époque où la diffusion simultanée n'existait pas. La série est arrivée en France en 2013, mars 2013, 2 ans après. Et par contre, c'est terminé le 13 décembre 2016, c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé un petit peu le retard. C'était le temps que la série se fasse connaître un petit peu outre-Atlantique, comme on dit. Et c'est TF1 qui a été le diffuseur, TF1 et les chaînes affiliées. Actuellement d'ailleurs, si vous ne voulez pas vous prendre les DVD ou les Blu-ray, ce que je peux comprendre, un truc qui peut être sympa, c'est qu'elle est actuellement disponible sur le site MyTF1 sans abonnement, de ce qu'il y a écrit. Donc de ce qu'il y a écrit sur le site de MyTF1. Sinon, en moyenne, on peut trouver l'intégrale dans tous les magasins pour une quarantaine d'euros. Il y a 5 saisons, c'est quand même vaste. Donc l'appellation Person of Interest a été choisie en raison du thème de la série, c'est-à-dire que Person of Interest, c'est une expression qui est régulièrement employée aux États-Unis par les forces de l'ordre ou par les médias quand on parle ou qu'on désigne une personne qui est impliquée dans une affaire souvent criminelle. Ouais, c'est ça. Et quand on dit Person of Interest, ça peut être autant un témoin qu'une victime ou que la personne, le malfrat, le coupable en direct, quoi. Donc la création originale, j'ai tenu à en parler parce que la personne est intéressante. C'est une création originale de Jonathan Nolan, qui n'est autre que le frère de Christopher Nolan. En quoi tu le dis? Pourquoi ça s'appelle Nolan? Ouais, Nolan, voilà. Je m'attendais à un nom différent, tiens. C'est ça. C'était son demi-frère. donc voilà, là c'est le frère direct. Il est scénariste et producteur de métier. Soyons vraiment cohérents, il prend beaucoup moins la lumière que son frère, mais il est tout aussi important pour son frère déjà, puisque il a travaillé sur la quasi-totalité des films. Je pense que oui. De Nolan, ils ont coécrit. La quasi-totalité des films sont coécrits par les frères. C'est normalement lui qui prend les décisions un peu, c'est les idées, mais son frère, il est quand même... Tous les films importants de Nolan, tous, il a été présent. Et voilà, et souvent, c'est lui, ça a été le cas notamment pour Interstellar, c'est lui qui a fait le premier jet du scénario d'Interstellar, et après, souvent, il y a son frère qui arrive et qui fait des retouches pour que ça lui aille bien, puisque c'est lui qui réalise à la fin, c'est pas le petit frère qui fait. Mais souvent, le scénario originel, c'est une idée de Jonathan. De Jonathan. À l'américaine. Donc il commence sa carrière en suivant son frère en tant que machiniste, c'est-à-dire que sur le tout premier film de Christopher Nolan, il n'était pas encore scénariste. C'est le film The Following, que j'ai pas vu, qui a été fait en 99, et il était machiniste là-dessus. Et de suite après ce film, il est passé scénariste, il s'est essayé à ça. Donc dans ces films notables, c'est une carrière, j'allais dire relativement récente, mais non, c'est 20 ans de carrière, puisqu'ils ont commencé, on a l'impression que le fait de commencer dans les années 2000, c'est récent, et donc ça fait 23 ans. Donc il a coécrit avec son frère le scénario de Memento, pour lequel ils ont eu un Oscar du meilleur scénario. Du meilleur scénario. Ensuite, en 2016, il a coécrit, toujours avec son frère, Le Prestige. En 2009, il participe, alors comme quoi on ne peut pas tout réussir, il participe à la relecture, il n'a pas écrit, mais il a participé à la relecture du scénario de Terminator Renaissance, pour lequel il n'a pas été crédité. Donc ça, c'est peut-être bien pour lui. Il n'a pas été crédité, donc, mais on lui avait demandé son avis. Il n'a pas eu peut-être le nez creux là, sur le coup. En 2012, c'est un avis personnel. Non, mais... C'est un avis personnel. Je pense que... Il y a peut-être des gens qui ont beaucoup aimé Terminator Renaissance. Je suis hésitant là-dessus. Mais c'est pas notre cas. En 2012, il a participé au scénario de The Dark Knight Rises. Et en 2014, il a coécrit Interstellar avec son frère. Il a participé. Voilà, les barman, c'est lui qui est le moins bon.
C'est ça, c'est ça. Même s'il est bon, hein, quand même, moi je trouve qu'il est Ouais. très bien, hein, Dark Knight Rises, mais c'est des trois, c'est les moins bons, je te dirais. Oui, mais alors, ça peut s'expliquer peut-être par le fait qu'ils étaient trois à écrire le scénario, puisqu'il y Ouais. avait David S. Glover dedans. Donc peut-être qu'ils ne se sont peut-être pas forcément attendus. Après, enfin, le dernier, bon après, c'est sûr que Non, non, mais quand je quand on parle, passe après le moi j'ai 2, un film que j'ai aimé, Oui, oui. mais quand on met les trois allemands, pour moi c'est les Non. moins bons, Oui. des trois. oui, Mm. je suis d'accord. Mm. Après, reste satisfaisant quand on le met dans la trilogie. Ah oui, 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 non, c'est la trilogie. Mais c'est vrai il que est- bon, c'est le moins bien on- rythmé. c'est Pour, le moi- moins pour, bien- pour moi, il est cohérent, on pourrait trouver des défauts, mais bref, Oui, oui. ça sera pour un autre épisode. Et après, il est très rapidement, donc là c'était la partie film, très rapidement il va s'impliquer dans l'écriture de séries et dans des gros projets hein, notamment, Mhm. puisque en fait il a été créateur et scénariste sur 2 séries essentiellement. Donc il a créé Person of Interest entre 2011 et 2016 et là son nouveau projet c'est Westworld qu'il a créé, pareil, un créateur et scénariste. Bon, il est aidé par d'autres scénaristes, bien évidemment, mais c'est lui qui a l'initiative de l'idée. En deuxième nom ronflant, on va dire, pour le milieu hollywoodien, on a à la production J.J. Abrams, qui, quoi qu'on en dise, il est souvent quand même dans les bons coups. Même si, là encore, Ouais. moi j'insiste sur le fait qu'il s'est loupé sur Star Wars, mais souvent on le retrouve quand même dans des... Ça, au-delà des loupés. Ah ouais, C'est- c'est ça. C'est le on manque de parle pas des trucs communication. qui fâchent. Manque de communication. Ouais. Mais quand même, je tiens à défendre qu'il a fait Fringe, que pour moi Oui. c'est peut-être une des meilleures Oui, séries que j'aurais jamais vues. c'est ça. Bref. Voilà, Voilà. mais j'allais en parler. Et voilà, reconnaissons qu'il a quand même apporté, dans le milieu audiovisuel, que ce soit le cinéma ou les séries justement, il a apporté un vent frais à une époque où on tournait beaucoup sur Ouais, mais NCIS, sur moi, des séries qui... je suis un peu de l'avis que J.J. Abrams il est un peu surcoté sur certains points. Oui. Sur certains points. Pas tout. L'ensemble, à niveau des productions. Je trouve d'ailleurs, je dirais qu'il est meilleur producteur que non réalisateur. C'est ça. Clairement. C'est pour ça que je dis il est souvent dans les bons coups parce c'est un producteur de génie. Parce que en tant que réalisateur, quand même, il a sorti de la nuit ce Star Trek. Star Trek, c'était pas une messe en fer de redonner une Non, dynamique comme il y a donné. des choses qu'on pourrait être plus ou moins d'accord. Hein, Oui, celui oui. qu'on aime la série, mais quand même, les films, Le- il tient, ouais. il garde un respect. Et puis là, Question qu'il n'a pas fait sur Star Wars. Ou C'est ça. peut-être au contraire, il a beaucoup trop respecté. Et d'ailleurs. parce que pour Star Trek, le pari était très osé ouais, et ça a Ça matché bien. ça comme il marchait, faut. ça c'est défaut, mais encore une fois, c'est beaucoup mieux producteur que Oui, réalisateur. oui, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, Sinon, il peut mettre des paillettes partout. comme on c'est dit. ça, c'est ça. Non, mais après, il faut pas trop lécher le cul non plus. Non, hein. non. Tout Ça, le monde faut- n'est pas parfait. Si, mais de toute façon, Ouais, c'est hyper gratuit parler des gens que nous, on n'est pas du tout Ouais, à côté voilà. et que jamais on fera des C'est films. ça, c'est ça. Et puis, en plus, ils s'en foutent de ce qu'on dit. Donc, Voilà, donc c'est fait. peut-être qu'un jour, ça comptera. Mais pour l'instant, pas forcément. J'ai quelques doutes là-dessus. On verra, on verra. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Oui, allez, il faut y croire. Un Tu as jour, raison. un jour, notre avis comptera. C'est ça. Et donc, J.J. Abrams, qui est une personne qui a de multiples casquettes, c'est peut-être pour ça que des fois il se loupe, hein, puisqu'il est scénariste, réalisateur, producteur. J'ai même vu qu'il était compositeur. Et à ses c'est temps cool, perdus, il était même acteur. Il apparaissait un peu dans ses productions et dans ses réalisations. un Mais peu cela comme- étant dit, comme ben, Hitchcock. si tu ne vois que nous jamais nous allons voir, fais que des producteurs, c'est fait. C'est pas grave. Hein. Voilà. Allez, Pour donner quelques exemples de sur quoi il a travaillé, donc il a participé au scénario d'un film dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne savais pas, hein, mais il a participé au scénario d'Armageddon. qui n'est pas sa meilleure réussite, on est bien d'accord. Hein. tu veux encore l'enfoncer Mais plus, non? c'est pour ça, il faut dire les choses. Il a Grand film. quand même relancé, alors qu'elle était Je en tiens à porte- dire que c'est un projet de la NASA récent. Ah oui, non, c'est ça. Tous les membres de la NASA, y compris les décédés, se retournent, font le ventilateur dans leur tombe. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais il a quand même relancé la franchise Mission Impossible, qui était un peu en perte de vitesse, puisque le premier avait été un opus qui avait marché, mais
Oh, je suis pas Ouais, fan. qui était un peu en mais bon, demi-teinte. c'est vrai que- Le film de John Woo qui était quand même assez particulier, très marqué John Woo, ouais. et qui a très mal vieilli, d'ailleurs je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Par contre, à partir de Mission Impossible 3, ben, c'est lui qui a donné clairement le cap à tous les autres films. Et d'ailleurs, il est producteur de tous les autres films à ce niveau-là. Mais c'est lui qui a redonné l'aiguillage qu'on connaît à une franchise qui, quoi qu'on en dise, ben, marche. Chaque Mission Impossible qui sort, Oui, oui, non, mais voilà, ça marche. Au box-office, ça marche, c'est rentable. Les gens aiment. On en est au 7e ou au 6e, je ne sais plus. Donc ça prouve qu'il a donné l'élan qu'il fallait à la série. Il a relancé la franchise Star Trek, ça on l'a dit. C'est lui qui a écrit et produit Super 8 aussi. D'accord. film. Je ne l'ai pas vu. Quand il est sorti, c'est vrai, il faudrait que je me les mate de ce genre. Ouais, Je ne sais pas si ça vaut la peine ou pas. ouais, ouais, Il reprenait les codes des années 90, Voilà, un c'est ça. peu. ouais, c'est ça. C'est un hommage au film de Spielberg des années 80, quoi. Enfin, voilà. Mais très sympa. Je pense que ça a en partie peut-être donné l'élan à d'autres créations telles que Stranger Things. Ça a remis un peu au goût du jour ce type d'histoire-là, un petit peu nostalgique et fantastique, qui était un peu en désuétude, hein, puisque enfin, voilà, c'est Star Trek, c'est lui qui a remis un petit peu au cinéma avec Nolan, avec Interstellar, tout ça. C'est eux qui ont remis un peu l'espace, le fantastique sur le devant de la scène. Bon, voilà. Il a été créateur de séries marquantes quand même, là aussi, qui ne sont pas dénuées de défauts, mais qui ont marqué quand même la culture de l'imaginaire, telles que Alias, Lost et Fringe. Bon, Ouais. Fringe, on en parlait, pour moi aussi, c'est la meilleure série de science-fiction Oui, qui se sort. clairement. Et en plus, Fringe, au contraire que Lost, il est très réussi, même la fin. Oui, même s'il fait un grand écart sur C'est la ça. dernière saison. Ah oui, entre la 4 et la 5, Oui, mais c'est un grand écart qui fonctionne. Oui, ça reste cohérent. Vous, toutes les phases, comme il était composé Oui. la série, Lost, la fin, on ne parle pas. Oui, ça part dans tous les sens. Voilà, il y a déjà assez d'encre qui a coulé. Ça part dans tous les sens. Oui, non, c'est sûr. Mais il a le mérite quand même souvent de finir ses créations. Oui. C'est-à-dire qu'il fait en sorte toujours d'avoir un clap de fin et de ne pas laisser un truc en plan dégueulasse où les fans de la série restent... Lost, je ne sais pas si les fans de la série sont d'accord avec Mais ça. il a eu Moi, le je m'en mérite... bats tous les steaks, mais Il a eu le mérite d'apporter une fin. c'est ça. Alors, c'est pas la fin qu'attendaient les gens, très, très certainement, mais il y a une fin. Ouais, On n'est c'est pas vrai. resté à se dire « Ah merde, c'est dommage. » Il y a une fin. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et après, donc, il a produit des séries qui ont plus ou moins marché. Donc, Person of Interest, Almost Human, qui est... dommage que ça n'ait pas marché parce que la série n'a pas trouvé son public alors qu'elle était vraiment cool. Avec portée par des super acteurs, notamment Karl Urban. Moi, je suis team Karl Urban. Et c'est lui qui produit Westworld aussi et qui produit Lovecraft Country. Ok. Westworld, dommage. Elle a été arrêtée, je pense. Ah bon? Et Lovecraft j'ai pas Country, suivi, ça vaut même pas l'effort. D'accord, ok. Ça vaut même pas l'effort. C'est des séries sur les premiers épisodes avaient eu de bons retours. Je sais que sur Oui, Lovecraft oui. Les premiers Après, j'ai épisodes, pas vu, ça m'avait surpris. Moi, je l'avais vu, en plus, ça a été mis gratuitement. Ouais. Et ça m'avait surpris parce que je pensais qu'il savait faire un gros caca. Et le premier épisode, ça m'a donné des pistes énormes, mais non. Finalement, Après, ouais, ça c'est. ça part en couille. Après, il faut tenir à dire que Lovecraft Country, il est tiré d'un comics qui se base sur l'œuvre de Lovecraft, que je pense qu'il ne comprend pas du tout l'œuvre de Lovecraft, oui. parce qu'il y a là des monstres sur les quatre coins. Bref. C'est comme tous ceux qui parlent de Lovecraft, il y a des tentacules partout. Donc, quand c'est sobre, il y a un seul moment qui, je pense que ça dure genre 3 pages qui appelle Toulouse de son coin, et plus jamais. Non, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais à tout ça, on n'a pas encore parlé de la série. Oui, non, c'est l'intro, elle est comaque l'intro, excusez-moi. J'ai bien m'étendre. Et donc, Person of Interest, juste avant pour situer, juste avant de parler de l'histoire, hein, on va y venir, c'est une conception de série à l'ancienne, puisque c'était
sur des diffusions sur les chaînes. Et donc, c'était pas pensé pour être binge-watché comme aujourd'hui, ce qui fait qu'on a 5 saisons, et 5 saisons, ça fait 103 épisodes de à peu près 40 minutes. C'est-à-dire que les 4 premières saisons font entre 22 et 23 épisodes. Et il n'y a que la dernière, parce qu'ils étaient un peu en baisse d'audience. Donc ils ont donné l'opportunité aux créateurs de la série de finir l'histoire, mais avec seulement 13 épisodes. Donc la dernière saison... Je trouve un format mieux. Voilà. Mais on était sur cette période-là où les saisons, c'était 25 épisodes. Enfin voilà, c'était comme ça. C'était chaque semaine, il y avait 1 ou 2 épisodes. Enfin, voilà. La série s'inscrit dans un style, donc c'est dramatique, action, espionnage, thriller et quelque part un peu de science-fiction, mais vraiment science-fiction à très court terme, parce qu'il y a des technologies à l'époque, ça parle de technologies qui existent, qui étaient dans les balbutiements, qui n'étaient pas aussi développées que c'est le cas dans la série. Bon voilà, fin de l'intro. Parlons de la série maintenant. Excusez-moi, je regarde les chronos. 4 heures, on en est à 4 heures déjà. Et donc le pitch de départ, ainsi que le pitch de départ peut paraître classique, c'est-à-dire que on suit principalement les aventures de 2 personnages qui sont Harold Finch, qui est un riche informaticien milliardaire de génie et ingénieur aussi, qui est joué par un Michael Emerson qu'on voit dans Lost, qui fait l'antagoniste dans Lost. C'est le rôle de Benjamin pour ceux qui connaissent. Et qui a disparu du jour au lendemain de la vie publique, on va dire. Petit point quand même important, c'est avec ou sans spoil? J'essaye de ne pas spoiler, je parle de vraiment la base de la saison 1. Ok. De la série. Voilà, non, après j'essaie de donner le but. Non, mais c'est juste au cas où. C'est ça. Bon, moi personnellement, je l'ai vu, je m'en fous de pas spoiler. Le but c'est de donner envie. Et la série, quand même, il y a certaines années, donc je pense qu'on peut se permettre à spoiler. C'est ça. Mais pour les bien-être des gens qui nous voient, écoute, tant mieux prévenir. C'est ça. J'essaie de ne pas trop spoiler. Toujours est-il que l'important, c'est toujours le voyage plutôt que ce que oui, mais des fois, si on dévoile la fin du voyage... Non, je ne dévoilerai pas la fin, ne vous inquiétez pas. Et donc, il crée un super ordinateur après le 11 septembre 2001 pour éviter un nouvel attentat terroriste. Donc, ça, c'est le pitch de base. Et donc, l'ordinateur qu'on appelle au fur et à mesure des saisons la machine, qui analyse toutes les données de tous les appareils connectés, que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs, les webcams, tout. Et en fait, le but de cette analyse massive, c'est d'anticiper les actes terroristes. Mais la machine, elle a été construite de telle façon qu'elle anticipe pratiquement tous les actes malveillants, en fait. Et donc, cette machine est mise très rapidement au service du gouvernement, qui lui ne s'occupe que des menaces terroristes, qu'ils appellent les numéros pertinents, puisqu'en fait, le principe de la machine, c'est que à chaque fois qu'il y a une menace, quasiment tous les jours, du coup, puisqu'on est aux États-Unis, la machine va sortir des numéros pertinents. Dans les numéros pertinents. Donc j'interprète ça que s'il y en a 100... Combien d'épisodes tu m'as dit? 103. 103 épisodes, il doit y avoir au minimum 103. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Ok, pardon. Et donc, non, mais je vois les schémas arriver. Voilà, donc pour ça. Non, parce que en fait, le début peut laisser paraître que c'est comme ça, mais en fait, très rapidement, il y a une intelligence d'écriture qui fait que, en fait, c'est pas aussi procédural que ça. D'accord, c'est pas les schémas classiques des épisodes. Une fois qu'on a mis en place les formules, dès on va faire la chasse, on a l'ennemi. Au tout début de la saison 1, c'est comme ça, mais petit à petit, il y a des fils rouges qui commencent à se tisser, qui font que, en fait, non, c'est pas NCIS, c'est pas où le fil rouge se déroule sur 24 saisons. Oui, chaque fois, il y a un nouveau personnage qui apparaît, que c'est les nouveaux méchants. Et en fait, très rapidement, ça va casser un peu cette logique-là pour rentrer sur une histoire plus profonde, en fait. Ouais, ça, c'est bien. Non, mais c'est vraiment une série qui est bien écrite. Et donc, chaque jour, la machine va donner des numéros pertinents, qui sont des terroristes qui vont essayer de les terroriser. Et elle va donner des numéros non pertinents dont le gouvernement se fiche. Excusez-moi. Les jeux des mots, ça a été... Oui, c'était lourd, mais j'avais envie de le faire.
Et donc les numéros non pertinents dont le gouvernement se fiche en quelque sorte. Eux, ils préfèrent éviter les attentats que sauver les citoyens lambda en fait. Et quand Harold se rend compte de ça, il s'aménage en fait une sorte d'accès à la machine personnelle, une porte d'accès secrète où il récupère quelques numéros non pertinents pour essayer de les sauver. D'accord. En fait. Et donc, voilà, il essaye de les sauver, mais Harold, c'est un informaticien qui est estropié, donc on explique au fur et à mesure de la saison pourquoi. Et il ne peut pas vraiment agir sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est très fort, on va dire, sur la logistique, mais sur le terrain, voilà, il n'a pas la force physique. Et du coup, il décide d'engager un ex-agent du CIA qui s'est fait passer pour mort, parce qu'il a fui... les gens pour qui il travaillait, puisque il n'était pas forcément d'accord. Et donc son nom c'est John Reese, qui est joué par Jim Caviezel, qui est l'acteur principal le plus connu de la série à l'époque. C'est un acteur qui a joué dans notamment Fréquence Interdite, qui est un film sympa de voyage un peu dans le temps. La Passion du Christ, c'est lui qui fait le Christ. Il a joué dans Outlander, qui était un film un peu de science-fiction, et dans le remake de la série Le Prisonnier. D'accord, oui, ça, je vois sa tête maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, c'est lui qui sera l'homme du terrain. Donc, le gars, c'est une machine. C'est-à-dire que arts martiaux, maniement des armes, il a des capacités d'espionnage. Voilà. Le gars, c'est un il parle araméen. Tout. Il parle allemand. Il peut tout. Il peut tout faire. Non, araméen, je veux. Hein les films de la Passion du Christ, il était. Ah oui, il parle araméen aussi, dans la Passion du Christ, effectivement, hébreu d'ailleurs. Et en plus de ça, il a des capacités d'enquête Sherlock Holmesque plutôt. Et donc c'est un homme d'honneur, c'est-à-dire que au début de la série, voilà, c'est un SDF quoi, qui n'a pas de but, il n'a aucun but. Et en fait, Harold arrive et lui redonne le but et son âme de soldat pour ce pourquoi il s'était engagé à la base, à savoir protéger les vies en fait. Leurs activités vont faire très rapidement du bruit et au fur et à mesure que la série avance, ils vont se retrouver à sauver des vies et avec la police de New York qui enquête sur eux. Ensuite, ils vont être aux prises avec une enquêtrice qui a un grand talent, une ancienne militaire aussi, qui s'appelle Joss Carter. Et ils vont essayer de semer le trouble, ils vont embaucher entre guillemets parce qu'ils vont prendre en flagrant délit un policier véreux et ils vont le mettre à leur botte pour que le policier court-circuite les enquêtes de Joss Carter. Donc ça commence par les policiers qui se mettent dessus, donc ils essayent de brouiller les pistes et après au fur et à mesure qu'ils avancent, ils vont se retrouver contre des mafias. Ça va finir avec un complot gouvernemental et ça se fait petit à petit et c'est pas un fil rouge qui se crée, c'est une toile d'araignée en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entrées et de sorties de scénarios. Il y a des personnages qui au début peuvent paraître pas pertinents et qui au final reviennent dans la série et qui ont un rôle important à jouer. C'est bien pensé et c'est bien écrit. Et donc l'histoire se déroule sur 5 saisons. Donc c'est une série qui peut, donc comme on dit, pour donner mon avis, c'est une série qui m'a beaucoup plu, qui dans un premier temps peut paraître commune et peut être rébarbatif en raison du nombre d'épisodes par rapport à ce qu'on a l'habitude maintenant. Mais derrière cette banalité apparente des premiers épisodes se cache une réelle évolution d'écriture, tant au niveau des scénarios que des personnages. C'est-à-dire que c'est pas un numéro, une enquête, une scène d'action, une fuite, une résolution. Ça, c'est les premiers épisodes. Mais très rapidement, on va sur un danger grandissant qui viennent de partout en plus, avec des raccordements. Ça finit sur un scénario un peu science-fictionnel où on part carrément sur de l'intelligence artificielle. La série ne peut pas se résumer, 103 épisodes ne peuvent pas se résumer en quelques minutes, mais c'est vraiment à voir. C'est-à-dire que ça fait plaisir de voir une série qui est longue comme ça et qui ne se perd pas dans des histoires d'amour gnangnan, qui ne se perd pas dans des numéros et des trucs trop longs,
je trouve quand même que la série elle est bien équilibrée, c'est-à-dire qu'on a des scènes d'action, on a des scènes d'enquête, on a les numéros qui tombent toujours. D'ailleurs, je pense que ce truc des numéros, c'est fait exprès en fait, parce que on se focalise là-dessus comme les héros, mais en fait, le plus important, c'est ce qui se passe à côté, parce qu'en fait, ils doivent lutter toujours sur plusieurs plans, en fait, parce qu'ils essayent quand même de sauver les vies malgré tout ce qui leur arrive. Et c'est vraiment une série, vraiment c'est intelligent, il y a plein de flashbacks qui nous permettent de mieux connaître les personnages. On a toujours ce qu'on aime avec Jom, on a des personnages qui ne sont pas tout blancs, pas tout noirs. Il y a des personnages qui cèdent, après qui s'opposent, des opposants qui deviennent adjuvants et vice versa. Il y a quand même pas mal de rebondissements. Et donc c'est une série qui est très 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 intéressante, qui à mon sens, alors il ne faut pas le binge-watcher parce qu'on devient fou, hein. 103 épisodes, si on essaie de faire ça un week-end, on finit avec un AVC. Mais si on se le prend de temps en temps le soir, tranquille, c'est une série qui passe bien. On a toujours envie de savoir la suite. Moi, à aucun moment de la série, je me suis dit, ouais, bon, là, ça fait chier, quoi. Il y a toujours un peu d'humour quand c'est nécessaire. Enfin, voilà, Et puis le fait qu'il y ait beaucoup d'épisodes permet justement le développement des personnages secondaires. Ouais. Et, Après, j'ai l'impression... Ouais. Excuse-moi, Non, je te coupe, je ne sais dis-moi. pas si toi... Dis-moi, j'ai presque fini. J'ai l'impression quand même, par rapport à tout mes comptes, déjà, je ressens... Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas, mais par rapport à ça que tu me racontes, je ressens quelques parallélismes avec Fringe. Oui, oui. C'est les mêmes producteurs. Hein, oui, non, mais je veux dire, dans les schémas narratifs Fringe, je pense que ça va beaucoup plus vite qu'elle, mais au début, c'est aussi, on a mis en place classique, un peu que ça rassemble, etc. D'enquête, il y a des suites, ça part sur des trucs what the fuck, total. Oui, mais c'est un des multivers les mieux faits en série. C'est très cohérent, exactement. Mais pour casser un peu les pieds, j'ai l'impression que c'est une série qu'elle a un peu ancrée dans son temps. Tu sais, c'est ce genre de série qu'on était dans cette transition des formats de séries type Les Experts, autant des autres, hein, je cite comme des autres, des chapitrages, des répétitions. Oui, il y a une évolution des personnages, mais que ça donne sur 10 saisons. Tu sais, ils changent très peu entre les épisodes. Et on est sur cette transition où les séries commencent à devenir une deuxième façon de faire du ciné. C'est ça. Parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de séries que tu les prends, tu les mets ensemble et tu les peux voir comme un film, juste avec un certain découpage et une façon. Et là, tu vois cette transition. C'est le moment où ils commencent à faire ce point. Il existe avec ce formatage parce que 103 épisodes de saison de 23, je trouve un peu lourd. C'est ça. Mais voilà, bizarrement, ça passe bien. Mais c'est vrai que c'est une série qui a peut-être un peu vieilli parce que... mais que c'est un habit juste comme ça à la volée parce que je ne l'ai pas vu. Hein, mais donc, ce qui est très intéressant de voir, c'est comment les créateurs avaient anticipé des choses qui se passent maintenant, quoi. D'ailleurs, la série avait anticipé avec l'ordinateur qui espionne tout le monde. Il y a eu, c'est 2 ans après, le Snowden qui révèle qu'en fait... Tu veux dire qu'ils ont anticipé ou est-ce que... Ou alors ils avaient déjà des bruits des couloirs. Ils avaient peut-être des portes d'accès que nous, on n'a pas. Mais même la façon dont Harold a de recouper les informations, aujourd'hui, c'est ce qui se fait, mais au quotidien, quoi. C'est ce que font toutes les entreprises qui investissent dans Google et tout. C'est quotidiennement ça. Pour finir, je donnerai quand même quelques avis. En France, c'est juste toujours pour donner une idée, la presse a donné une moyenne de 3,5 sur 5 sur 9 médias qui ont fait une critique. Alors que les spectateurs, et c'est là que, comme on disait, les spectateurs, c'est plus réaliste. Les spectateurs sur Allociné lui mettent 4,3 sur 5 sur quasiment 8000 votants. Et sur IMDB, qui est à l'international, c'est 8,5 sur 10 sur 180 000 personnes. C'est une série que je pense que c'est sûr que aux États-Unis, il a bien marché. Oui, et la thématique. bien sûr. En plus, c'était en plein dedans. Et elle avait été considérée aux États-Unis comme une des meilleures séries de science-fiction d'anticipation, de science-fiction à court terme qui existait. Voilà, donc à voir.
Person of Interest, une série sympa, on passe un bon moment dessus. L'histoire est beaucoup Un bon plus... moment. Ouais, un long moment. Et l'histoire... Tous sont de 40 minutes. C'est ça. Donc ça veut dire que 105 épisodes, ça te fait 4000. C'est ça. Ah, j'ai mis un mois et demi pour tout voir, parce que avec le travail et tout. Mais, T'as pas dormi, non? C'est ça? pas beaucoup. Mais franchement, le scénario est plus complexe et plus intéressant que ce que ne laissent le paraître les bandes annonces. Non, mais je comprends parce que c'est un peu les ressentis, comme je dis. Je comprends à Fringe, que c'est une série que j'ai vue et j'en vois cette parallèle. Fringe, je ne saurais pas le dire, mais je pense qu'il y en a chier d'épisodes aussi. Oui, Ouais. oui, mais c'est quasiment le même format que Person of Interest. Et Bon, voilà. Pour ceux qui connaissent, Fusco, c'est le meilleur personnage. Je ne sais. Tu verras si tu la regardes un jour. Si. Je le note en tout cas. Après, on a tellement de choses à voir. C'est ça. Donc, je me lance. Je continue. Vas-y, lance-toi. Ok. Ouais, parce qu'on risque de dépasser toutes les autres 4 vidéos heures. jusqu'à maintenant. 4 heures. Quand même, essayons d'arriver. Allez, 1h40. Allez, Donc, Change. encore une fois, je veux tenir ma promesse à moi-même, il n'y a personne d'autre, de faire du GDR. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Ray-Ban. Voilà. C'est un jeu, et je vais encore revenir du même que je vais faire sur France Macabre et des autres. C'est un jeu espagnol, édité pour Shadowland. C'est un éditorial espagnol basé à Barcelone, qui édite beaucoup des auteurs nationaux. Et en plus, qu'on ne trouve pas en France, et je trouve ça curieux, c'est parce qu'il y a une énorme collection de l'appel de Toulouse local, qui n'ont pas tiré de l'éditorial Caution. En France, on fait beaucoup de traductions, mais des scénarios originaux, il n'y en a pas beaucoup, sauf Très Singe qui fait des scénarios sur Cthulhuac. Il a, oui, par contre, on trouve des scénarios originaux. Bref, c'est un jeu de rôle écrit pour Daniel Espinosa, que j'ai beaucoup aimé. Je vais faire, en plus, je vais faire un effort critique, notamment à la fin de mon point de vue sur les points positifs et négatifs, parce que moi aussi je parle qu'il y a beaucoup de critiques dithyrambiques, mais je n'en fais. Personnellement, c'est un jeu que je pourrais partir sur cette poêle-là. Je tiens à dire que je n'ai pas encore eu le temps de les tester en soi. C'est dommage, j'ai beaucoup envie de tester. Donc, les pitchs de base. Ray-Ban, c'est il prend l'univers de Edgar Allan Poe et il crée un univers basé sur tous ses bouquins. Cool. Au début, ça m'a semblé compliqué. Au fur et à mesure de la lecture, c'est très intéressant comme ils ont mis en place. En fait, il vient à te dire que Edgar Allan Poe fantasmé, parce qu'il s'appelle Corbus, ici, il arrive à une ville qui s'appelle Ray-Ban, justement, qui est une ville que c'est ancré dans l'époque victorienne, mais c'est toujours comme ça. Il fait 12 siècles qu'il est toujours comme ça. La famille Corbus, il a été maudite. Dans la ville, il y a plein de complots. C'est une ville que on imagine encore l'époque victorienne, mais que quand il tombe la brume, il bouffe les âmes. D'accord. Donc la nuit, on ne peut pas sortir dehors. Et nous, on joue justement des descendants de la famille Corbus, qui sont tous pas très bien dans leur tête. D'accord, comme la plupart des personnages d'Edgar Allan Poe. C'est un univers qui est très cohérent. Franchement, ça semblait compliqué. Il y a un rôle, il a été très astucieux la façon qu'ils ont pris les corbeaux, les chats, tous ces personnages qui sortent, tous les personnages ou les plus importants qui sortent dans les bouquins, ils ont été repris pour être des PNJ dans les jeux de rôle. Soit Éléonore, plein de personnages. Certains sont des opposants, certains sont des familles. Il y a un déroulement de la famille.
aussi, que c'est important. Là où tu habites à la maison familiale, ça c'est peut-être une des choses qui ça me plaît le plus, c'est une sorte de manoir magique infini. D'accord. Qu'on sait jamais, on sait que chaque fois qu'il n'y a pas un membre de la famille Corbus, il y a un aile que c'est pour lui. D'accord. Ton joueur, ton personnage. Mais on a autant que des familiers, quoi. Et on ne sait jamais où, d'autant plus que les membres du service, ils sont aussi, ils sont toujours là. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ils sont toujours là, les services. Toujours les mêmes. Ils peuvent mourir, mais il y aura un autre qui les remplacera. On ne sait pas comment. Et surtout, c'est une des lois qui existe, c'est tu n'emmerdes pas les services. C'est une loi qu'il a mis les Corvus originels. D'accord. Et à partir de là, ben, on écrit des histoires qui sont basées sur des personnages. Pour te faire une sorte d'idée, je vais voir les fiches. Bon, pour faire dans l'ordre, d'abord, pour comprendre les jeux, je dois expliquer les systèmes de jeu. C'est une des choses que j'ai aimé. Il appelle le système Maelstrom. En fait, ici, forcément, ça ne pouvait pas autrement, c'est un jeu narrativiste. Il est à fond ancré dans ça. Les GDD sont exclusivement liés pour résoudre les scènes, pas une situation, pas un élément, pas comme les joueurs de rôle plus classiques, c'est tu vas te battre à l'épée, donc à chaque fois que tu vas faire un coup d'épée, tu vas faire un jet. Là, non, c'est vraiment, il y a une mise en place de la scène, soit violente ou pas. Il y a des éléments qui vont venir. Tout se joue à des DD6. Il va y avoir des DD6, on va dire, Corvus, qui s'appelle. Il y a des DD6 de chat qui s'appellent. Et tu vas les jeter. Tout jet 4 plus une réussite. Et dans les autres dés, 4 plus, il vient éliminer une réussite. D'accord. Et chaque action, il y a besoin de, chaque scène, pardon, il y a besoin de X réussites pour le faire. D'accord. Donc, c'est vraiment narrativiste. Donc, tu mets tout en mise en place, vraiment tu es libre avec l'MJ raconter comme ça succède. Et sur ça, il rajoute ce qu'il appelle le système Maelstrom, comme une sorte de tempête parfaite qui se rejoint. Donc, à tous ces jets de dés de chaque scène, plus tu es éloigné, plus tu es au début de l'histoire, il y a moins de complications. Donc, tous les dés noirs, les dés négatifs, ils vont être moins présents. Par contre, plus tu rajoutes sur les couches, tu arrives au centre, tu vas avoir un plus 1, un plus 2 sur les jets négatifs. Les dés, il y a deux pôles de dés, un positif et un négatif. Et les positifs, c'est les chats, les négatifs, c'est les corbeaux. D'accord. Ben, voilà, les chats aussi, c'est une autre chose. Les chats, ils sont toujours à la maison, ils sont là. Il ne faut pas les approcher, des chats noirs. D'accord. Mais mystérieusement, il n'y a pas de corbeaux dans la maison parce que les corbeaux, ils s'accompagnent toujours la brume. D'accord. C'est comme une sorte de messager de malheur. Oui. Donc tout ça, c'est ni plus ni moins que des trucs tirés de nouvelles de Edgar Allan Poe. C'est juste qu'il les a remis tous ces éléments pour construire cette histoire, cette ville, ce personnage, cette société affrontée qu'il y a dedans, etc. Et dans ce système de jeu, c'est rare, tu le sais que je parle de système de jeu, mais particulièrement c'est un système narratif, je trouve. On vient trouver les personnages, donc il y a de la famille, tu peux jouer les reflets sans identité, tu peux jouer les sans-âme, tu peux jouer les fantômes, je sais de traduire à la volée, les fantômes enfermés. Tu peux jouer les poètes maudits, l'invocateur, invocatrice obsédée, les démons coupables, les mesmérites, ça s'appelle comme ça je pense, immortels, et les nigromantes tracassés. Bon, ça s'appelle pas comme ça, mais bref, je traduis à la volée. Donc, c'est ça. C'est pas tracassé. Les fiches sont magnifiques. Ouais. Oui, non, les dessins aussi, je pense qu'ils s'accompagnent beaucoup, les bouquins. C'est un bouquet conséquent parce qu'il faut penser que il y a la partie du système du jeu, il y a un niveau d'aventure, il y a juste un seul scénar. Et tout le reste, c'est vraiment
la mise en place des éléments, des personnages, bon, je montre un peu les illustrations, hein. C'est vraiment très très bon. Je trouve qu'il accompagne très très Oui, bien oui, l'ambiance et les bouquins. la colorimétrie, tout ça, c'est. Ça. Mm. Là, je montre un petit map de la ville que je parlais tout à l'heure. Je viens d'y passer et on va les retrouver, j'espère. Voilà. Ça, c'est la ville, clairement, pour ceux qui connaissent, c'est une référence claire et nette à les Londres victoriens. Oui, c'est ça. Mais dans un autre référence, C'est le Londres victorien de From Software. c'est ça. Et il y a un système de magie, il y a certains points très intéressants. Je les compare au système, c'est différent, mais pour ceux qui connaissent, notamment pour les fiches des personnages, ça ressemble à PBTA, un système de jeu qui chaque personnage, il a un archétype, il y a un playbook, où il est vraiment pour chaque archétype, c'est pas une seule fiche. Là, c'est pareil, il y en a des playbooks qui viennent accompagner chaque archétype de personnage. D'accord. Oui, oui, bien sûr, c'est fait pour. C'est pour ça que je l'amène. Donc, les bouquins sur les choses que je trouve hyper positives, c'est une compréhension de l'univers d'Edgar Allan Poe, mais vraiment approfondie, qu'il a transvasé sur un univers des jeux. Et je trouve vraiment qu'après la lecture de bouquins de plusieurs reprises, parce que je prépare un scénar, tout ça, là-dessus, je trouve que tu peux vraiment trouver ces ressentis gothiques, des terreurs mélancoliques, tout ça qui accompagne les bouquins de Lovecraft, d'Edgar Allan Poe. Putain, il faudrait que je le sorte. D'Edgar Allan Poe. Que, étonnamment, on n'a pas d'étonne. Des jeux autour de ça, on n'a pas de tonnes. Pourtant, c'est un grand influenceur. Tous ces nouvelles, ils sont marqués. À niveau cinéma, on trouve plein d'exemples. Mais à niveau d'autant des jeux, des jeux de rôle sans doute, très peu. C'est étonnant, compte tenu c'est pour ça que je suis parti sur un truc, compte tenu de la présence de Lovecraft dans les jeux de rôle. Et que Edgar Allan Poe, c'est une influence majeure pour l'œuvre de Lovecraft, c'est quand même étonnant qu'on n'a pas eu ça. Mais je conseille vraiment, j'ai passé un très bon moment à la lecture. L'univers, il est dense, plus dense qu'il peut paraître en première approche. L'édition, il est magnifique, mais en ce moment, il y a plein de bouquins qui sont magnifiques. Ça, à titre d'information, cette vidéo il arrive un peu tard parce qu'il a eu pas si longtemps que ça un crowdfunding pour l'édition en anglais. D'accord. C'est la première fois que l'éditorial est sur une édition en anglais. D'accord. Je ne dis pas de conneries. Je l'ai vu passer dans les nets, dans les réseaux Facebook, sur certains réseaux. Si quelqu'un l'a pris, il a fait une bonne chose dedans. En plus, c'était complète, mais il n'est pas livré du tout. Il vient de finir récemment. Moi, j'ai l'édition espagnole, que j'avais acheté en précommande à l'origine. D'accord. Et ça, c'est pas un crowdfunding, ça, c'est une maison d'édition. Non, c'est la maison d'édition. Non, mais un crowdfunding, il est fait pour des maisons d'édition, normalement. Mais là, celui-là, non. À l'occurrence, c'était vraiment juste des précommandes. Ça a été édité, voilà. Ouais. En fait, normalement, eux, comme ils fonctionnent, généralement, ils font des précommandes. S'il arrive à un niveau des X précommandes, ils lancent tout, il basta. Ils les font souvent, ils sont sur le fond pour plein de bouquins qu'il existe. C'est intéressant comme mode de fonctionnement aussi. Oui. En France, il y a certains, mais ils le maîtrisent beaucoup moins. Eux, c'est vraiment sa façon de fonctionner, ça va de ouf. J'ai jamais eu de problème, ça a toujours marché. Donc, c'est là où je vais faire un effort de critique sur ces bouquins. Il y a plusieurs points, même si je suis complètement enchanté, si l'univers il me plaît à mort, il y a plusieurs points que ça mérite au minimum d'être attentif ou de prévenir les gens. Les jeux, il est vraiment, je le trouve hyper introspectif. Donc, c'est un jeu ça doit jouer avec des gens de confiance
parce que je ne trouve pas qu'il n'y a pas trop de place à la plaisanterie. Bon, normalement, évidemment, il faut qu'on te joue, pas tout le temps sérieux, ça c'est impossible. Mais Oui. c'est un jeu vraiment que ça base sur la perspective interne de ton personnage, sa souffrance, tout. Ouais, il faut rentrer un peu dans le perso, quoi. Oui, mais un peu beaucoup. Oui, Il y a des jeux oui. qui te permettent d'être plus à l'aise ou prendre certaines distances. Là, vraiment, il faut vivre. Tous les personnages, ils sont vraiment tourmentés, quoi. Ils Oui, sont oui. vraiment. Il y a des trucs qui les tracassent, soit l'être aimé, soit il n'arrive pas à écrire. Tout, il est hyper poétique. Il sait très bien, hein, c'est très bien. Mais vraiment, je considère qu'il faut faire sur la table déjà qui sont prévenus d'avance de ça Ouais. qu'ils vont jouer. Et ils vont le jouer ça, quoi. Parce que Oui. au bout d'un moment, si tu n'as pas envie de jouer l'être tormenté en permanence tout le temps, c'est pas qu'il peut avoir pas de l'humour, mais bon. Oui, on peut pas faire. Ouais, on peut pas sortir des gros trucs, Ouais. la blague à Toto là-dedans, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, mais que c'est un truc que c'est quand même à prévenir. Un autre point négatif que j'ai trouvé, c'est négatif, là c'est un avis purement personnel, c'est que dans les bouquins, tout l'univers qu'il a mis en place, la ville, les sociétés qui jonglent, qui viennent emmerder la vie des personnages principaux, les êtres surnaturels, les fantômes, parce que forcément, s'il n'y a pas de fantômes et des êtres surnaturels sur l'histoire des Garampo, on est foutu, quoi. Oui, c'est ça. Donc les personnages aussi, ils peuvent traverser les bois, certains, ils peuvent être plus ou moins influencés pour la brume, etc. Il y a à un moment donné une partie du bouquin qui te révèle, c'est vraiment justement pour des MJ, les secrets ultimes. Qu'est-ce que c'est vraiment cette ville, pourquoi il est créé, pourquoi il est là, pourquoi il y a la brume, pourquoi tout ça, tout ça, tout ça. Et là, C'est comme la j'étais fin pas de Lost. conquis. C'est comme la fin de Lost. Ouais, j'étais pas conquis, quoi. C'est pas qu'il est mal foutu, hein. C'est Oui. pas du tout ça, mais Tu t'attendais pas à ça. ouais, et surtout c'est que je ne sais pas si je n'avais besoin. D'accord, ouais. Le fait de le savoir, Ouais. ça t'a un peu. Déjà, compte tenu le type de personnages qu'on va faire dans l'univers qu'on va jouer, les personnages en soi, ils vont jamais les avoir. D'accord. Vraiment, tu fais une campagne qui ça dure des mois, ils vont jamais de la vie arriver à découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière. À niveau des MJ, oui, il te peut donner des pistes, pourquoi ça passe ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Effectivement. Mais on s'en fout. Ouais. Et puis toi, du coup, ça t'a cassé un peu la magie du truc, c'est ça? Ouais, bon, non, parce que je peux l'ignorer. Tu sais, je veux D'accord. dire, dans les jeux, je peux carrément ignorer cette Oui, partie, bien sûr, mais ouais. concentrer sur toute la partie qui m'a plu, que c'est quand même les 90% du bouquin. Oui, Quoi. oui, bien sûr. Mais c'est 10%, non, je n'avais pas besoin Ouais. d'expliquer. Des fois, on a cette. Bon. D'un côté, je tiens à dire que quand même. Il justifie que tout ce qu'il a construit l'auteur, Daniel Espinosa, autour de ça, il est super bien foutu. Voilà. Il a vraiment eu une idée et cohérence. pourquoi il est tout vraiment cohérent. C'est pas parce qu'il s'est là sorti comme on dit des fois dans les moyens rôlistes, des tagols, c'est magique. Ouais, c'est ça. C'est la magie du scénario. C'est ça. Non, mais c'est un dicton très habituel dans les rôlistes, des tagols, c'est magique. C'est ça. Bah oui, ouais. Et tu vois vraiment qu'il est réfléchi, mais compte tenu vraiment de la poésie, je pense que c'est ça un peu que ça m'a foutu à l'air, c'est que c'est un jeu extrêmement poétique. Oui. D'accord, il rentre, il prend tous les codes de Edgar Allan Poe, il les prend très bien, il les pousse vraiment au bout. Et d'un coup, toute cette poésie, tout ce truc romantique, perdu, vraiment mélancolique, il te les fout en l'air avec cette partie-là, D'accord, ouais. d'être trop réaliste. Quoi. Ouais. Trop Ça, cohérent. Trop de ouais. cohérence pour le coup. En fois de plus, ça ne gâche pas du tout les plaisirs, Ouais. c'est vraiment à la lecture et c'est vraiment pour les MJ. Ici, il y a des gens qui seront hyper contents de lire ça, mais à moi, ça m'a foutu un peu en l'air. D'accord. C'est déçu. Et niveau système, il y a un truc que je vais critiquer, justement, je parlais des playbooks. Quand on voit la fiche des personnages, ça, voilà, on voit la description, on voit ici les caractères, que c'est très simple. Là, c'est très chouette, facile et ressemblable. Et pour la partie D, avec ça, on a suffisant pour jouer. Mais après, on a tout ça. La Bible. On a tout ça.
il y en a ça. C'est vrai que ces détails, là, pour le coup, ça pousse le détail au maximum. C'est vrai que c'est un aide. C'est vrai que quand tu lis tout ça, ça te guide sur ça que tu peux faire, qu'est-ce que ça te soulage, qu'est-ce que ces actions tu peux faire, c'est le niveau de magie, mais waouh! Ouais, ça doit être dur à Waouh! maîtriser, ça doit pas se maîtriser d'un coup. Non, surtout, c'est que je pense qu'à niveau joueur, tu dois être complètement perdu, quoi. Il y a plein d'informations, énormément d'informations, C'est vrai beaucoup que trop. j'avais pas vu la dernière page, mais c'est Et c'est conséquent. ça, c'est juste les systèmes de création. Ouais. Encore une fois, qu'avec cette page-là, on pourrait jouer. Attention, hein, là, à l'intérieur, c'est quand on vous pousse plus C'est loin vrai, la démarche. c'est vraiment pour les Il y a les rôlistes, séquelles mentales, séquelles région. physiques, il y a plus des choses, tout détail sur ton BG. Mais c'est dense, quoi. Ouais. Moi, justement, à un moment donné, je me suis dit, bon, bref, je vais vous présenter. Cette fiche, ils sont en espagnol. Il dit, bon, je vais prendre un peu, je vais les traduire, etc. Quand je vois la quantité de textes à traduire. Trop long. En plus, chaque livret. Oh, il dit, bon, bref, hein, ça va passer pour un autre. Hein. C'est ça. Écoute, je vais donner des cours d'espagnol pour ceux qui vont les lire. Et voilà, C'est quoi. ça, Parce c'est que. ça. Ou alors, comme tu dis, tu vas te servir que Ah du non, non, blog. oui, oui, j'ai déjà réfléchi à ça. Hein. Je vais prendre que la première page. C'est Il l'avantage des reste jeux de rôle. Google Trad, il fera la magie, quoi. Mais c'est vrai que c'est dense. Pour des joueurs non habitués, Ouais, il peut c'est faire ça. peur. Pour des joueurs non habitués, ça Il peut peut vraiment limite faire peur. sortir du jeu parce que. Ouais, mais parce qu'à les le fait moments de que tu toujours prends la vouloir fiche, se tu commences à lire, référencer, à c'est ça. chercher. Même quand tu vas faire une action, tu C'est commences ça. à chercher, Attends. etc. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que pour des vrais, on n'a pas forcément besoin. Ouais. Et surtout, ce que tu as dedans, c'est beaucoup d'informations de comment jouer. Oui. C'est pas forcément des choses que tu vas noter. C'est pas comme les anciennes fiches, c'est comme Ouais. les fiches Dungeon Dragon, Pathfinder, de 5 pages où tu notes des équipements, des ordres, Ouais. des machins. Tu passes des pages, des pages, des pages. Ici, vraiment, pour jouer, il y a 6 numéros, basta. Hein. Ouais, voilà, et puis limite toute la partie là, du milieu et de derrière, c'est le MJ qui peut l'apporter en fait. Ouais, bon, il y a des choses pour noter, il y a les séquelles que tu peux noter, Oui, ça, c'est, si tu oui. vraiment tu fais de la magie. Et d'ailleurs, tiens, c'est un point que je vais parler, c'est que la magie, que je trouvais très bien, très développée, mais qu'à un moment, il y a un petit peu de déséquilibre sur les systèmes. Je trouve que les systèmes, Maelstrom, il est hyper narrativiste. Ça, c'est pas mal, ouais, comme système. Hyper narrativiste, et la magie, on approfondit un peu trop. Donc, qui te coupe à ce côté des voix narrativistes. Bon, Ouais. les bouquins, il dit fois, les MJ et les joueurs, il utilise ça, que ça les presse. Voilà. D'accord. Moi, personnellement, peut-être je prendrai des trous, peut-être je ne prendrai pas. C'est À la moi, base, que ça ouais. m'intéresse et que ça m'a conquis de jeu, c'est l'ambiance, c'est cette retrouver ce sentiment quand je lisais toutes les nouvelles, quand je lis toutes les nouvelles d'Edgar Allan Poe, cette histoire, c'est ça que ça m'a conquis. Et vraiment, je pinaille sur les critiques. Je Oui. pinaille parce que, justement, de plus en plus, j'ai envie de donner. Ça, c'est quand même un jeu qui est produit sur une certaine quantité, il y a un cross-funding. Donc là, je me permets d'être un peu plus critique, que ça pourrait être comme des autres jeux Oui, qui bien c'était sûr. plus des auto-éditions Plus et arty que level, ouais. les serrans, autant au Kimba, Caravane que j'ai parlé. Farce Macabre, non, j'aurais pas trop de pitié, mais franchement, c'est un très bon produit. Oui. Mais Caravane et au Kimba, ils méritent d'être beaucoup plus lax dans tes réflexes. Quoi. Oui. C'est auto-édité, ils ont travaillé, ils ont mis les coudes. Ah Là, ouais. je pense qu'il y a plein de gens, ou peut-être pas tant de gens qui sont travaillés, mais il y a quand même des retests qui sont Oui, faits, il y a c'est des petits c'est trucs. professionnel, ouais. Ouais, qui devait être un peu revu, à mon point de vue, mais ça n'enlève pas du C'est ça. tout les plaisirs. C'est un très bon Ouais. jeu. Je conseille vivement ceux qui sont pledgés en français pour les versions anglaises. Je n'ai aucune idée si ça sortira en français. Si ça sort, je conseille, vraiment. Une fois que tu connais ça, comme tout jeu de rôle, tu n'as pas besoin de prendre tous les bouquins au pied. Quoi. Tu prends ça qui C'est ça ça, t'intéresse, ouais. ça que tu veux jouer, etc. Personnellement, ça, je le referai. Mais le reste, c'est magnifique, c'est un bon jeu. Et si vous tenez l'opportunité, et c'est un jeu qui sont en français, pour ceux qui ne sont pas anglophones,
Hispanophone, comme ça dit. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Hispanophone. Vous n'hésitez pas. Mm. Voilà. Non, mais ça a l'air très intéressant. Et l'univers, alors, comme tu le décris, bon, dans l'univers d'Edgar Allan Poe, mais dans l'ambiance, ça me fait. Alors là, c'est parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, peut-être, mais ça me fait penser un peu à Penny Dreadful, un peu dans le. Ouais, mais parce que Penny Dreadful, il pompe à Ouais, mort Edgar l'ambiance. Allan Poe, Ouais, c'est ouais. ça. Là, en l'occurrence, je pense que Penny Dreadful, il est cité dans son dessin D'accord. influence du bouquin. Il y a avec des autres. Parce que les dessins, il y a certains dessins, ils font Oui, clairement oui. penser à. Oui. À un moment donné, je ne vais pas les chercher pour ne pas s'étendre jusqu'à si tard, mais il y a plein d'influences qui ont été citées dedans. Encore une fois, je vais insister parce que l'auteur, il a fait un travail de ouf, hein, Oui. carrément. Donc moi, je trouve que ça, que, tu vois, Penny Dreadful, dont on a vu de Outing. Ouais, Downton Abbey aussi, le truc de ne pas embêter le personnel. ça vient de Downton Abbey, ça. Ouais. Crimson Peak, Family Adams, Ouais, bon, excellent. ouais. Il y a plein, bon, les personnages en bouffe. Tu vois, il y a toute une page Oui. complète des personnages qui sont dans Garampo. Directement, la cité, la ville, plein de choses, de littérature, parlons pas, il y a plein. Non, mais Donc, l'auteur, il a fait un travail de ouf. Moi, vraiment, je pense que plus m'impressionne et que plus je tiens compte et que plus m'enchante, c'est vraiment ce travail d'auteur de compréhension de l'univers de Edgar Allan Poe. Que si tu es amoureux de cet univers, tu t'y retrouveras sans problème. C'est pas comme Lovecraft Country dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, qui n'ont rien compris sur Lovecraft. C'est quelqu'un qui a maîtrisé là. C'est ça. Non mais c'est bien, ça fait plaisir et puis ça peut donner des pistes justement à des gens qui ont bien aimé Penny Dreadful et qui ne trouvaient pas forcément de jeu. Là, ton ambiance. Hein, qui ne trouvaient pas forcément de jeu. Ouais. C'est ça qui est bien avec le jeu de rôle, c'est qu'en plus tu peux l'adapter et c'est plus malléable que clairement, que avec les médias. personnages qu'il y a dedans, faire les personnages qui fait Eva Green, que je ne me souviens pas du nom, c'est simple. Hein. Vanessa, tout à fait. Vanessa, tu voulais faire sans problème. Non, mais voilà, c'est cool. Après, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas en français. Mais honnêtement, avec tous les moyens qu'on a maintenant, alors ça demande un peu de travail personnel forcément. Mais on peut. Moi, je vais les faire jouer. Oui. Encore une fois, je ne sais pas quand, parce qu'il y a tellement de jeux qui sont dans la pile en attendant de faire jouer. Je vais faire jouer, c'est sûr. Encore avec tout déjà que j'ai de. Toi, tu as l'avantage d'avoir la double tu peux tu bascules plus vite que quelqu'un qui est pas habitué. Ouais. Mais du coup c'est bien parce que des joueurs français vont peut-être pouvoir jouer à ça. J'espère. Mais c'est très bien. Voilà. Très bien. Donc pour moi c'est bon. Qu'est-ce que tu vas nous parler pour finir, on est déjà à 1h20. Hein. 1h20. Bon, on va essayer de finir rapidement. Donc, on va parler de Jasmena, qui est une BD franco-belge. Alors, franco-belge, c'est le style, hein, qu'on soit d'accord, puisque l'auteur est espagnol, justement. Ah ouais? Les deux auteurs, les deux créateurs, c'est Raoul et Roger. Je ne sais pas comment on le dit en espagnol. C'est deux. Roger. Voilà, mais si c'est ce nom-là, c'est catalan. Ouais, oui, ils sont catalans. Hein, puisque, par contre, ça, c'est pas de espagnol. Je sais pas pourquoi. Alors, ça c'est son surnom. Apparemment, c'est lui qui l'a fait. Donc, c'est une BD franco-belge qui se déroule en 7 tomes. Sur le format BD franco-belge, c'est-à-dire on a 48 pages à peu près par tome qui vont raconter l'histoire. Donc le tome 1, c'est Home Sweet Home qui est sorti en 2007, tome 2, Mélodie del Raval en 2008 et Envers et contre tout en 2008 aussi pour le tome 3. Alors pourquoi je parle plus précisément des 3 tomes alors qu'il y en a 7, parce que à la base l'histoire c'était ce qu'appelait le créateur Raoul, je sais pas comment on le dit, il avait pensé une trilogie, il appelait ça la trilogie barcelonaise. Donc à la base, le projet initial c'était 3 tomes. Mais comme ça a trouvé un bon public, l'éditeur d'Argo a proposé d'aller plus loin dans l'histoire. C'est pour ça qu'à ce jour, depuis 2007, après c'est la BD franco-belge
prend beaucoup plus de temps que les mangas et les comics, où là, ça doit. Enfin voilà, il faut M'en qu'il y ait parle pas. un J'attends abattage. Voilà. encore les tomes 11 de Requiem. C'est ça, il faut un grand abattage, alors que la particularité de la BD franco-belge, c'est que les auteurs ont du temps. Ouais. Ont du temps. Ils font 48 pages, mais c'est 48 pages où c'est travaillé. Il n'y a pas énormément de personnes, ils n'ont pas un studio comme peut l'avoir les auteurs de manga où il y a ou de comics, voilà, où il y a 100 personnes derrière dans les gros studios qui vont venir faire une vitre, une fenêtre, une couleur. Là, c'est souvent. Je pense que, je ne veux pas dire des conneries, mais je pense que c'est. Ah, quoi, je veux dire que les deux univers, autant comics et manga, ça doit être très au ciné. Oui, c'est très. Après, d'une certaine façon, c'est usiné aussi la BD franco-belge, mais ça reste, malgré les tirages et malgré tout, ça reste plus artisanal que ne peut l'être les Non, comics. mais quand je parle au ciné, c'est vraiment ça, les faits dès qu'il y a des dessinateurs qui font plein de setups, des gens que. Ouais. C'est ça. En gros, il y a le dessinateur principal qui va faire le storyboard et qui va dessiner les personnages principaux. Après, il y en a qui vont dessiner les arbres, il y en a qui vont dessiner les mouvements. Ouais. Enfin, voilà, c'est très codé. C'est ça. Donc, pour parler vite fait du scénariste, du créateur, donc, bon, Raoul, je sais pas comment on dit. D'un coup, je sais pas, parce que les noms, c'est écrit en E, en espagnol, Voilà, c'est Raoul. et son vrai nom, c'est pour le coup, moi j'ai regardé sur le Wikipédia espagnol, et son vrai nom, il écrit aussi avec un E, c'est Raoul Amisa Aris. Vu ce nom, il y a d'origine à quelque part. Ouais. Mais bref, pour importe. Donc il est scénariste et créateur de BD, espagnol forcément. Il travaille il a travaillé pour des éditions espagnoles, mais son travail a explosé avec Jasmena et a été découvert découvert entre guillemets, c'est Dargo, qui est une grosse maison d'édition française qui l'a embauché, quoi. Et du coup, c'est là que c'est paradoxal, c'est qu'ils sont espagnols, mais c'est édité directement en français en fait. D'accord. Et après, Oui, non, mais ça, voilà. il y a beaucoup de cas. Et après, il y a une boîte d'édition espagnole qui, en voyant le petit phénomène que ça a eu dans le monde de la francophonie, qui a acheté les droits pour l'éditer en Espagne. Ça, c'est un truc que c'est dommage dans l'Espagne. La plupart des dessinateurs, rarement, surtout quand on parle de cet style, soit cet style, soit le style manga, etc., soit ils partent ailleurs pour se faire publier. Il y a beaucoup qui les font en anglais et après ça revient en espagnol, et des fois c'est le même auteur. C'est ça. C'est un peu le cas des polars. Il y a des autres qui parlent des BD. Je n'ai vu beaucoup des auteurs. Pas qu'espagnol, mais en Espagne, c'est un cas qui c'est encore doublement dommage parce que vraiment, il n'y a pas un vrai monde éditorial derrière ça. Il tient très peu. Voilà, il y a le fait est qu'ils se font quand il y a un créateur qui se démarque, il est de suite recruté soit par une boîte française, soit par une boîte anglaise, comme tu disais. Et donc forcément, ça ne permet pas de développer. Après l'avantage des éditions comme Dargo et tout, c'est que souvent, ils sont c'est-à-dire que la première édition est en français, mais très vite, si ça marche, ils vont éditer en anglais, en espagnol, un petit peu dans toutes les langues. Donc forcément, ça arrive au public, d'origine de l'auteur. Et donc il a commencé par étudier le dessin, ce Raoul, et très rapidement il s'est tourné vers l'écriture. Il a travaillé pour de nombreux fanzines dans les années 90, donc j'en ai dit deux. Alors je ne sais pas si toi tu les connais puisque tu as grandi là-bas. Il y avait Tribulaciones et DTBOS. La première, les deuxièmes, oui. Au début, il s'est associé avec un dessinateur qui s'appelait Miguel Chavez. Et à partir de 1997, c'est là qu'il rencontre Roger. Et il travaille pour le magazine Otaku. Et après, ils ont fait une petite incursion en 1999 pour Penthouse Comics. D'accord. Il faut dire que quand même, des Penthouse Comics, il y en avait beaucoup en Espagne. Oui, c'est ça. Ouais. En France, il y avait de la BD érotique, c'était pas forcément Penthouse Comics, mais il y avait de la BD érotique aussi.
Et en parallèle, en fait, au tout début, avant qu'il puisse vivre de son travail, il travaillait comme concierge en parallèle de ses travaux sur les fanzines et tout. J'ai trouvé l'anecdote pas mal, parce que même à l'époque, c'était des travaux où on arrivait difficilement à en vivre. Et c'est parce qu'il a eu la chance d'être découvert par son travail. Hein. C'est pas que de la chance, c'est-à-dire que son travail lui a permis d'être découvert à un instant T par une grosse boîte d'édition qui lui a permis de vivre de son travail. Et ça, c'est cool d'y arriver. Et donc, le projet Jazz Ménard est initié à partir de 2003 et officiellement à partir de 2004. On parle vite fait du dessinateur qui s'appelle donc Roger, de son vrai nom Roger Ibáñez, toujours pareil, dessinateur espagnol, qui a étudié le dessin entre 1991 et 1995 à l'Escola des Comics de Josso. En 1993, il collabore sur des scénarios avec un scénariste qui s'appelle Albert Garcia, toujours pareil pour les mêmes fanzines sur lesquels il se croisait en fait avec Raoul. Et en 1993, il remporte le premier concours de manga, puisqu'à la base, c'était un dessinateur de manga qui avait un style tellement particulier qu'en fait, il a basculé après dans de la BD franco-belge. Et c'était un premier concours de manga en Espagne, c'était Norma Editorial. Ouais, c'est la plus grosse éditoriale de Barcelone, c'est la plus grosse boutique que ça existe. C'était la première fois qu'ils ont créé ce concours. C'est la plus longue, ça existe depuis que je suis gamin. Donc, 1994. D'ailleurs, je regarde par là, il y a des comics. C'est ça. Et entre 1994 et 1996, il travaille pour Otaku et c'est là qu'il rencontre Raoul. Donc, qu'est-ce que c'est Jazz Ménard ? Otaku, c'était un triomphe fanzine. Jazz Ménard, c'est le genre dans lequel il s'inscrit, donc c'est plutôt un polar noir, mais orienté action quand même. C'est-à-dire que l'ambiance, c'est du polar noir. L'histoire aussi, c'est vraiment ces histoires un peu interlopes dans les quartiers difficiles de Barcelone. Mais il y a quand même beaucoup d'action. On n'est pas sur du contemplatif, quoi. Et donc en 2003, lors du salon de la BD de Barcelone, le scénariste Morvan, qui est un scénariste assez réputé dans la BD franco-belge, accompagné des éditeurs de Dargo Benelux, découvre donc leur travail et leur propose de signer un contrat pour mettre en place une histoire. Donc en 2003, le contrat, ils se mettent d'accord pour travailler ensemble, et en 2004, ils amènent l'idée de Jazz Ménard qui va faire qu'ils vont collaborer ensemble. Et donc c'est officialisé pour le projet Jazz Ménard est officialisé lors du festival d'Angoulême de 2004. C'est là que les contrats se signent. Petit point vite fait sur Mais tu vois, juste un petit aparté, je vais essayer de faire pas beaucoup pour pas s'allonger. Tu vois, les salons du comics, parce que c'est pas le salon de la BD, ça s'appelle les salons du comics à Barcelone. C'est un grand salon un peu, ça peut rassembler à la Comic Con de Paris, même si c'est pas si grand que la Comic Con originelle. Il y en a beaucoup de monde, effectivement, il y a beaucoup de mangas. Donc, il y a un public énorme qui existe. C'est un des plus grands salons, je peux dire, de l'Espagne, mais à niveau presque de l'Europe. Hein. C'était réputé. Moi, je m'en souviens, je pense que j'avais 16 ou 17 ans au premier salon que je suis allé. Donc, quand même, ça. Oui, c'est historiquement. Ça date. Il y a une histoire, Ça date. Mais les auteurs, ils galèrent de ouf. Bon, je pense qu'en France aussi, ils doivent galérer. Mais... Oui. Après, c'est toujours pareil. Hein. C'est, quand on se fait éditer par des grosses boîtes comme ça, il y a beaucoup de travail, un peu de chance qui font qu'on est au bon moment, au bon endroit. Et quand ça arrive, tant mieux. Ah oui, heureusement. Tant mieux. Très petit point rapide sur l'éditeur Dargo. Donc, il y a un éditeur historique en France et en Europe, et peut-être même un peu plus que l'Europe, puisque après ils diffusent beaucoup dans la francophonie, mais ils essayent de diffuser, comme on l'expliquait tout à l'heure, un petit peu à l'international, qui édite depuis 1936. Énormément de bandes dessinées, ils se sont spécialisés là-dedans, et qui a été fondé par Georges Dargo. Ils ont édité tout au long de leur histoire, alors j'ai noté quelques BD connus, en France du moins. Il y a Achille Talon,
Il y a Lucky Luke. Il y a une BD espagnole aussi qui s'appelle Black Sad qui est très connue. Ah oui, oui. Il y a Oui. Black Il y a et même Mort- un jeu de rôle Ouais, Black Sad. C'est ça. Il y a un jeu vidéo aussi qui est sorti. Oui, c'est vrai. Il y a Black et Mortimer aussi, qui a Blueberry, Bob Moran, qui est un héros des années 70 Ouais. très connu, La Famille Pirate, Garfield. Ils ont édité les bandes dessinées de Loisel, qui est un dessinateur très très connu en France. Ils ont édité Le Scorpion, qui est une BD magnifique, dont les premiers numéros sont tout faits à la main. Les Bidochons, Is No Good, un dessinateur français très connu, c'est Humour Noir, c'est Gottlieb. Le Monde d'Aldebaran. Maintenant que je pense, Valérian. Black Sad aussi, c'est quand même du cinéma noir, Oui, de la nouvelle c'est ça. noire. Donc, C'est Polar Noir, ouais. Polar noir, C'est ça. on est un peu un schéma qui se répète. C'est ça, ben oui. Après, forcément. Je sais pas, c'est pas du tout les mêmes auteurs, non, je pense pas. Non, c'est pas les mêmes auteurs. Et après, c'est eux qui ont édité les BD de Valérian et de 13 aussi, pour ceux qui connaissent. Très connu. Bon, l'histoire. Avec un film beaucoup moins. J'ai juste envie de dire dommage. Dommage. Il y avait tous les éléments pour faire un truc bien, mais Allez. c'est un raté, comme on dit. L'histoire. Donc, comme on pourrait s'y attendre, le titre du titre, l'histoire se centre sur le personnage qui s'appelle Jazz Ménard, alors pour l'instant, avec les 3 premiers volumes, on n'en sait pas plus, mais on peut en déduire que c'est peut-être un surnom. Et donc, c'est un personnage qui a grandi dans les quartiers chauds de Barcelone, donc le quartier de El Raval en particulier. Il a eu une enfance difficile qu'on va découvrir un peu plus tard dans l'histoire au travers de flashbacks. Et donc, avant le début de la BD, on sait qu'il est parti pendant 10 ans de Barcelone pour très certainement sauver sa vie et pour éviter que les choses tournent mal pour lui. Il part pendant 10 ans et donc quand nous commençons l'histoire, un départ sur les chapeaux de roue, Jazz est à Barcelone et donc il est en train de se faire tabasser attaché à une chaise avec son ami Théo par la mafia américaine, en fait, qui a poursuivi Jazz jusqu'en Espagne. La page suivante, donc ça c'est l'entrée, l'introduction. La page suivante, on passe sur du flashback où on voit l'arrivée de Jazz et de sa sœur des États-Unis à El Raval, où le retour a été visiblement chaotique puisqu'ils parlent qu'ils ont été blessés et qu'ils vont devoir se remettre et se reposer avant de faire autre chose. Donc Jazz reprend ses marques dans le quartier et il va devoir jongler avec le danger présent parce que le danger présent est particulièrement présent pour faire des répétitions et les rancunes du passé. Puisqu'il va retrouver des personnages, des anciens amis à lui qui sont soit restés fidèles, soit qui ont plus ou moins mal tourné et qui vont apporter encore plus d'éléments d'intrigue et de rebondissement à l'histoire. Donc il va être confronté tout au long de la trilogie barcelonaise, puisque là pour l'instant j'ai pas lu la suite, mais il va être confronté à la pègre d'El Raval, il va être au milieu de combats de factions entre plusieurs mafias, il va être au milieu d'un complot politique intérieur à Barcelone et international, il va être J'espère qu'il soit basé à rien de réel. Parce qu'on n'est pas du tout corrupt en Espagne. Il va être confronté aussi à du trafic d'êtres humains. Il va devoir faire des vols. Enfin, il va participer à des vols de pièces ultra rares. Bon, en gros, son retour en Espagne n'est pas de tout repos. Donc le titre peut paraître trompeur et a dû, d'ailleurs je pense, quand on voit la couverture du premier tome, a dû tromper pas mal de gens, c'est-à-dire que de prime abord on pourrait croire que ça raconte la vie d'un jazzman un peu désabusé. En fait pas du tout, ou en fait si. C'est-à-dire que c'est un jazzman désabusé, mais en gros joué par Tom Cruise dans un film de John Woo. C'est-à-dire que c'est un jazzman de génie, c'est évident, mais l'histoire s'inscrit entre un polar noir et justement Mission Impossible dont on parlait. Les personnages, quand je le vois,
ici, je sens une influence de Corto Maltese. Oui, aussi le style graphique ressemble vraiment à Corto Maltese. Non, le style graphique, peut-être pas tant, mais les personnages Oui, en soi, c'est il y a ça. une patte. C'est vrai quand qu'il même, y a une ressemblance, effectivement. En plus, tu vois, les barbichettes, Oui, c'est ça. la C'est ça, boucle. c'est ça. Je sais pas. Mais voilà, mais en fait, voilà, c'est polar action. Action, il y a de l'intrigue de partout. Et donc, on va rencontrer des personnages qui sont très bien écrits, très bien caractérisés. Donc, on va rencontrer Théo, qui est un ami l'ami d'enfance grande gueule de Jazz. Il y a Judas, qui est son autre ami. Ils étaient un trio d'amis, mais qui, lui, domine le quartier de la mafia de El Raval et donc qui a pas les mêmes, forcément, enjeux que Jazz, et qui plus opposant que. Enfin, il est zone grise. Judas. Ouais. C'est un méchant qui de temps en temps va un peu aider, de temps en temps va mettre des bâtons dans les roues. Enfin voilà, c'est pas le gars super sympa, mais personnage très très bien écrit, très marquant, Judas. Il y a Laura, la sœur au caractère bien trempé. Il y a Lucia, qui est une ex de Jazz, qui est toujours amoureuse de lui et qui travaille mais qui est avec Judas et qui travaille pour un journal anarchiste qui s'appelle El Faro. Bon, je ne sais pas s'il existe vraiment celui-là, mais dans la BD, elle travaille pour ça. Et donc, qui en parle. Il y en a un Ouais. que je connais bien. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est inspiré des. Ouais. Et qui en parallèle, donc il y a l'enjeu un peu sentimental, mais en même temps, c'est une journaliste qui fout un petit peu son nez partout. Et donc, qui se retrouve ciblée par des politiques véreux. Et donc, enfin, voilà, la vie ne tient qu'à un fil. Donc, les personnages sont quand même bien écrits. Il y a l'inspecteur Leblanc aussi, qui est un peu un policier qui est trop la classe. Et dont la spécialité est de négocier en caleçon. Donc, il faut lire. Mais c'est un personnage qui a énormément la classe, parce que dit comme ça on ne dirait pas, mais il a la classe. Les antagonistes sont vraiment très crédibles et très pourris en même temps. Beaucoup d'hommes de main et en plus l'univers de la BD a permis ça. Il y a 4 opposants, 4 mercenaires qui sont entre le samouraï et le ninja sous stéroïdes, qui sont capables à 4 d'éliminer des armées entières et qui donnent du fil à retordre à Jazz durant son aventure. Ben, je suis un bon, hein, mais vraiment, les personnages, il a quand même la classe. Hein. Ouais. Donc pour donner mon avis, la trilogie c'est une trilogie barcelonaise, donc au rythme très punchy. L'histoire est assez nerveuse, le danger peut venir de n'importe où. Il y a des fois on est sur un temps calme et d'un coup ça part en cahuète. Le format, on pourrait croire que ça raconte pas beaucoup de choses, mais pourtant en 48 pages c'est très généreux au niveau du scénario. Il se passe plein de choses et sur le triptyque, les 3 tomes là, il se passe énormément de choses. On apprend plein de choses dans les flashbacks et tout. C'est-à-dire que ça prend le temps quand les auteurs ont pris le temps de raconter et ils ont travaillé ça sur une mise en page qui est vraiment claire. C'est-à-dire que c'est toujours clair. On sait plus ou moins où on en est. Et c'est vraiment c'est très cinématographique dans le style en fait. On aime se perdre dans l'histoire et retomber sur nos pattes avec un flashback. On apprend à connaître tous les persos et on passe de l'un à l'autre, un petit peu comme dans les films, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une BD classique où il y a des didascalies explicatives. Ça y est, j'arrivais pas à le dire. Explicative. Type BD, c'est-à-dire pendant ce temps et ailleurs avec un petit texte d'explication. Non, là c'est vraiment du montage de film, c'est-à-dire qu'on passe d'un personnage à l'autre ou d'une situation présente à un flashback comme ça, et à la rigueur ce qui va nous donner l'indice pour savoir qu'on a changé de temporalité, c'est le code couleur qui va un peu changer. Parce que la mise en page est très bien faite. C'est assez monochrome, tu as vu, c'est beaucoup dans le sépia, beaucoup dans le bleu. C'est pas tonalité quand même. Voilà, c'est pas chatoyant dans la couleur, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est super détaillé en même temps. C'est-à-dire que c'est simple et en même temps, c'est très détaillé. C'est vraiment un bel ouvrage, très très bel ouvrage.
Donc les dessins pour moi sont magnifiques. Au début ils peuvent déstabiliser un peu parce que c'est voilà si on est habitué comme la plupart des jeunes gens aujourd'hui, si on est habitué à lire des mangas et des comics, c'est vrai que les premières pages vont un petit peu le style peut rebuter au début, Non, mais je sais pas. enfin, moi perso Non. j'ai vraiment aimé. Mais c'est vrai que la BD franco-belge a cette petite image un peu poussiéreuse qu'en fait la BD n'a pas du tout. C'est-à-dire que dès qu'on passe les 2 premières pages, on a compris que c'est super bien dessiné, c'est super fluide. Enfin voilà, c'est magnifique, vraiment. Ouais, ça on en a déjà parlé. Je disais que ça sort Ouais. des stéréotypes du comics et du manga. Enfin voilà, c'est une histoire à lire. C'est vraiment là, j'attends de pouvoir commander parce que bon, le budget n'est pas illimité, donc j'attends un petit peu pour commander la suite, mais je découvrirai la suite de l'histoire avec grand plaisir. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes de prévus, mais la trilogie barcelonaise, c'est génial. Vraiment, on peut trouver des trucs à redire toujours, hein, mais Ouais, oui, non. vraiment, l'œuvre dans l'ensemble se lit très bien, c'est clair, c'est très rythmé, on ne s'ennuie pas, et c'est vraiment un bel objet. Je finirai par un petit clin d'œil quand même, parce que j'ai découvert cette BD sur un média qui maintenant a créé son application, mais qui à l'époque œuvrait sur Spotify. C'est Blind, c'est un studio français qui s'est spécialisé dans l'adaptation de bandes dessinées en fiction audio. D'accord, aucune idée. Je connaissais Ouais. rien. Et donc mon premier contact avec Jazz Ménard, d'ailleurs ils avaient adapté toute la trilogie barcelonaise en fiction audio, qui D'accord. était vraiment génial si vous avez l'occasion de l'écouter. Je suis curieux de ça. voilà. Donc ils décrivent les pages ou... Non, c'est vraiment c'est comme, Joué. c'est comme une série. Voilà, c'est joué. Il y a des bruitages, il y a des Mais il y a un musiques. narrateur. De par temps rapport à en la- temps, D'accord. il y a un petit narrateur, mais la plupart du temps, ils se sont Parce que démerdés. c'est quand même pas de tous les mêmes codes. Ouais, quoi. ouais, je sais, mais ils ont réussi la prouesse de pas trop utiliser la narration, justement. Tout se comprend. Voilà, c'est une série sans l'image, en fait. Ok. Mais je connaissais pas du tout. Je regarderai. Alors la Blind actuelle, l'année dernière ou il y a 2 ans, ils ont créé leur propre application où c'est je crois 7 € par mois Mhm. et ils ont adapté plein de BD, notamment l'Anfest de 3, ils ont adapté des BD comme Long John Silver, des BD qui sont quand même connus. regarderai curieusement. Très sympa. Au niveau des avis, sur Babelio, sur 69 votants, il a eu 3,6 sur 5. 3,4 sur 27 votants sur 5 sur la BD Tech et sur Sens Critique 7 sur 10 sur 243 avis. C'est Donc, assez égal. voilà, c'est une BD qui est C'est pas un chef-d'œuvre, mais, voilà, mais au-dessus un peu. ça tient la au-dessus route. du panier. Ouais. Mais dans les critiques, il y a beaucoup de gens qui pensaient voir une sorte de biopic sur un jazzman et qui ont été surpris par le Ouais, ton, c'est vrai que quand on le voit ton ça, BD. Ouais, par le ton plus BD que Ouais, biopic en fait. c'est vrai que quand on voit ça, tout attend notre histoire, mais non, c'est quand même intéressant. Ouais. Je connaissais pas, je vais regarder. Ouais. Ouais, après, ça peut être intéressant puisque nous qui habitons dans le sud de la France et près de Barcelone, ben forcément, on passe dans des endroits. C'est complètement. Moi, je peux dire juste à ce que Ouais, j'ai fouilloté, c'est complètement fantasmé. C'est-à-dire, Oui. les lieux retraités sont réels, Oui, c'est les paysages que je veux. Je me doute que c'est pas El Raval, le vrai El Raval. El Raval, pour de vrai, c'est un quartier hyper conflictif. Oui. D'accord. Donc, ça, ils sont tirés certains points hein, parce que c'est une évolution de la Barcelone. Il y a des quartiers malfamés qui sont passés d'un côté à l'autre, Ouais. surtout avec les années qui sont passées. Et effectivement, les places de Raval, il y a tout son sens. C'est un quartier hyper Ouais. malfamé. Il s'est promené par là sans connaître où tout va. Ce n'est pas conseillé pour les touristes. C'est ça. je le dis déjà. Faut être du quartier. De là à se trouver des ninjas qui découpent des têtes. Oui, non, voilà. euh, On est bien d'accord. Ouais. Bon, Ouais, et pour finir, moi je dirais qu'un truc, hein, c'est, on en a parlé déjà un petit peu la dernière fois, mais en Europe, en France, en Espagne, on a une culture et on a des auteurs qui sont très
très bons et qui font un travail remarquable et qui malheureusement n'arrivent pas à passer le cap du monde audiovisuel et c'est bien dommage parce que un Jazz Ménard adapté en série ou en film, ça pourrait être vraiment cool par Ouais, mais des studios ça européens. revient sur plein de choses, sur la façon de produire, Ou les pour- cinémas voilà. même. C'est ça. Ou Euh, pour en revenir à ce qu'on disait la dernière fois, moi j'aimerais bien voir en série le bouquin de Jérémy Grima. Ça serait vraiment cool. Et on a une culture. Non, mais même, parce qu'on ne Ouais. peut pas tout adapter. Il y en a Non, tellement non, qu'on non. ne peut pas Mais de adapter. temps en temps, Mais qu'il y a, il y a des trucs choses qui seraient bien. qu'effectivement, ils peuvent être intéressantes à voir. Il y a des autres qui non. Parce qu'il ne C'est faut ça, oui, pas oui, bien sûr. non plus adapter Non, non, tout pas à tout, prix. pas tout. Mais là, franchement, Non, mais l'adaptation. quand je reviens à Ouais. ça, c'est un double tranchant. C'est-à-dire, d'un côté, on a. Et Non, tu là, peux pas je tout pense, faire, c'est évident. on va, on va tout péter, Ouais, ouais. le scores aujourd'hui. Mais d'un côté, ces gens-là, il faut donner des opportunités, il faut sortir des sentiers battus comme Oui, on c'est fait. ça. Si on parle du cinéma, clairement, je ne veux pas parler, ça a été coulé en cas partout. Quand on parle du Visiteur du futur, etc., il y aura Ouais. sûrement qui sera une réussite. C'est ça. Mais Besper, que j'allais voir au cinéma, Ouais. apparemment, On ça est fait allé un voir tous les flop. Il a fait un flop en France. Ça, je les boule. Oui, oui, ben oui. Je oui. les boule. C'est ça. Parce que je ne vais pas dire que les films, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est quand même qualitatif. Quoi. Oui. Et en plus, avec peu les de moyens moyens, d'abord, voilà, c'est ça. ils ont fait un truc superbe. C'est quoi. ça, ils s'en sont bien sortis. Donc, c'est déjà des films. Et par contre, ils te sortent tant de films que je ne vais pas nommer pourris. Et c'est pour ça, moi j'aimerais que des producteurs, des fois. Mais cela étant dit, Ose il aller ne un faut peu pas là-dessus. adapter tout à tout Non, prix. non, non, mais tu non. vois, parce que maintenant, et ça c'est la dynamique des spectacles, Last of Us il a marché. Allez, oui, ben oui, non, là mais on va avoir voilà. droit à la flopée C'est d'adaptation ça. des jeux On vidéo. va avoir Horizon Zero Dawn, on va Oh, avoir non, God of là, War. tu sais, la bande-annonce il est sorti God of War, non, hier. Non, Twisted Metal. Pourquoi Ok. adapter ça? Je n'ai aucune idée. Non, mais après, il faut pas aller dans l'abus, mais de temps en temps, aller sur des trucs un peu originaux comme ça serait Oui, pas- oui, non, mais c'est moi pour exemple, ça, Last of ça Us, amènerait un peu de, et même de qu'il a rentrée. ta God of War, les deux derniers, il y a un matériel pour Oui, adapter. bien Quoi, sûr. mais, bref, moi, quoique God of War, je suis excitant plus que Last of Us. Last of Us, c'est très cinématique. Ouais. Mais bref, on va en finir là. C'est ça. Donc, bon, voilà. Encore une fois, on s'avait dit proportionnel et demi, on va les dépasser. C'est On pas a, grave. on a un peu parlé aussi avant le vrai début de la vidéo, donc je pense que ce sera coupé, ce sera un petit peu plus court en vrai. Ouais, oui, 1h03, ouais. Ouais, c'est ça, 1h45 au lieu de 2. Voilà. C'est ça. Donc, en tout cas, ceux qui nous écoutent, merci. Et on se revoit pour une prochaine occasion. Et qu'on a été, je te laisse la phrase de fin. N'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Et allez, à la prochaine. Ciao! Ciao.